Voilà, là c'est mieux, avec le micro c'est mieux. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hop, je vous remets un petit peu de musique le temps que on commence pour de bon. Hop, on est là. Voilà. Bon, eh bien coucou. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je bois un petit verre d'eau et on est parti. Bon alors les amis. Ah, j'ai pas changé mon titre en bas. Ah là, c'est pas bien ça. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas grave. Je l'ai fait sur l'autre scène, c'est plus important. Alors les amis, ce soir je ne suis pas seul. Ce soir, il y a Jacotte qui sera avec nous. On va parler de féminisme ou des féminismes, on va en parler avec elle. Et a priori, elle est juste là. Hop, attention, transition. Coucou Jacotte. Jacotte, on ne t'entend pas. Faut que tu remettes Oui, ton micro. désolée, désolée. Voilà. Jacotte, est-ce que J'étais tu en... vas bien? Ça va. Cool, ça va, ça va. Eh ben, écoute, Ça Jacotte, va. merci d'être là, merci d'être là, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir que tu reviennes sur la chaîne. T'es venu il n'y a pas si longtemps. Voilà, et on se retrouve. J'en suis content. Je sais que tu es un peu fatigué, donc je te remercie d'être venu. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je sais que toi aussi, c'est pour ça que je t'ai invité, en fait, on va pas se mentir. Voilà, parce que je sais que dans cette longue discussion qui va nous animer, tu as un certain nombre d'éléments, de réponses à apporter que je n'ai pas moi-même, et qui m'intéressent et qui vont certainement intéresser les gens qui sont parmi nous. Voilà, donc coucou les gens, coucou le chat. Aujourd'hui, on parle des gonzesses. Aujourd'hui, on parle des meufs. Parce qu'il y a plein de trucs à dire autour des meufs. Ah, est-ce que c'est pas cool les meufs, franchement? Coucou Il n'y a pas Azazel, que les meufs, bonsoir. hein, il y a plein de choses à dire autour des personnes non binaires et des personnes trans également, donc il y a plein de choses à dire. Évidemment, évidemment. Du coup, j'ai commencé en disant du féminisme, puis euh, des féminismes, mais Mm. ça, on va y revenir. On va y revenir. Et effectivement, alors évidemment, alors moi je vous dis en rigolant qu'on parle de meufs, mais pas que en fait, pas que, évidemment. Ça concerne tout type de personnes humaines, voilà, tout simplement dans notre société. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour être heureux, pour être heureuse. Bon, alors Jacotte, pourquoi ce sujet? En fait, là récemment, je me suis dit, je sais plus ce qui m'a mis la puce à l'oreille, mais je me suis dit, putain, c'est fou, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, ben, on parlait pas de féminisme comme ça. Et je savais pas si ça venait de moi, qui avait 18 ans, qui était un peu jeune, un peu teubé, qui pensait qu'à mes concerts de métal, tu vois, ou si c'était quelque chose c'était un ressenti qui était partagé par d'autres personnes. Et je me suis dit quand même que, bah non, en fait, enfin, il y a 10 ans, on parlait pas autant de féminisme, tu vois, et de droits des femmes, et de protection des femmes, et des minorités en général d'ailleurs. Mais voilà, il y a 10 ans, on en parlait pas autant. Et j'ai l'impression qu'on est. Alors, est-ce que c'est utopique? Je sais pas. Qu'on est au début de quelque chose de. Tu vois, que la boule de neige ne fait que se relancer finalement. Voilà. Je dis relancer parce que bah, on connaît tous Simone de Beauvoir, c'est un nom qu'on a entendu au moins une fois, au moins au lycée au cours de philo une fois, quoi. Voilà. Donc c'est un mot qui nous est pas inconnu. On sait que années 60, voilà, global, enfin grossièrement, si on dit féminisme, on va penser à années 60, Simone de Beauvoir, voilà, elle a écrit des livres et tout, donc c'est cool, c'est une bonne féministe parce qu'elle a écrit des livres, voilà, voilà. Mais est-ce que là, au moins d'après toi, parce que là on est sur une discussion, je préfère préciser qu'on n'est pas sur un format interview. Jacob, t'es pas historienne du féminisme, t'es une militante. Donc là on est sur une discussion. Est-ce que selon toi, on peut parler de nouvelles vagues féministes? Alors, si ça t'embête pas, je vais me présenter un petit peu avant de prendre la parole Bien sûr, pour je l'ai poser même un pas petit fait. peu. Oui, Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est plus pour que les gens un petit peu situent d'où est-ce que je parle. Donc effectivement, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas une universitaire ou une intellectuelle qui base son travail sur l'étude du féminisme. Donc, moi, je ne suis pas experte en histoire du féminisme et pour être tout à fait honnête, c'est pas franchement ce qui m'intéresse dans le féminisme, son histoire. Euh, ce que je fais, moi, c'est que je fais des vidéos sur YouTube et je fais des streams où j'aborde souvent le sujet du féminisme parce que de par mon vécu et parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'ai fini par acquérir pas mal de connaissances sur le sujet, mais je suis absolument pas experte. En tout cas, je ne m'en revendique pas.
Après, donc ça c'est pour, poser d'où est-ce que je parle. Ouais, Après, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle vague de féminisme depuis, un certain nombre d'années? Et quand on dit un certain nombre d'années, c'est un peu moins de 10 ans. Oui, on peut parler d'une nouvelle vague de féminisme. D'ailleurs, il y a un consensus, plutôt clair sur la question. ouais, C'est-à-dire que depuis les années 2010-2012, on parle de quatrième vague féminisme, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a un nouvel intérêt pour le féminisme dans la société. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, ou en tout cas qui s'y intéressent, alors qu'avant, ils et elles ne s'y intéressaient pas. ouais. Et en ça, on peut effectivement parler d'une nouvelle vague de féminisme. Après, pourquoi, comment, tout ça, j'imagine qu'on va en parler dans la suite de notre discussion. Mais ce qui est clair, c'est que oui, effectivement, depuis les années 2010, après, on n'est pas tout à fait, il n'y a pas un consensus clair sur la date exacte, Ouais. mais en gros, c'est entre 2005 et 2015. Il y a eu un début de nouvelle vague féministe et là-dessus, il y a un consensus. Ok. Ok, donc on est d'accord sur le fait que c'est pas juste moi qui ai des hallucinations, des mauvais Non, souvenirs. Ok, non, non. c'est bien. D'accord. Est-ce que tu dirais c'est seulement en France? Alors non. En tout cas, dans le monde occidental, c'est partout. Ouais, Mais moi, j'ai un point de vue très occidentalo-centré, c'est-à-dire que ouais, voilà, bien sûr. occidental, c'est tout ce qui est européen et Amérique du Nord. Donc c'est un peu partout dans cet univers-là. Après, il y a eu effectivement une nouvelle vague de féminisme dans d'autres cultures, notamment au Japon et dans certains pays d'Afrique. Mais j'y connais rien, Ouais, je pourrais pas te dire et surtout, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas forcément les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes revendications qui sont portées de la même manière. C'est pour ça que, là, pour la discussion qu'on va avoir, je pense que c'est important quand même de centrer, ouais, cette discussion sur le monde occidental parce que, je veux pas faire, c'est un petit peu cet étalage, d'impérialisme, on va dire, en me disant, «Ce qui se passe, dans le monde occidental, c'est ce qui se passe partout et c'est ce qu'il y a de mieux». C'est pas le cas. Donc, mais pour autant, c'est ce qu'on connaît parce que c'est ce qu'on vit au quotidien et c'est ce dont on parle le mieux, donc c'est ce qui va nous intéresser, nous. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est que en France? Non, c'est pas que en France, c'est dans tout le monde occidental. D'ailleurs, cette quatrième vague de féminisme, selon moi, selon mon impression, a pas mal été impulsée par des choses qui se sont passées aux États-Unis. Mais de toute manière, le féminisme, c'est encore une fois de mon impression, parce que je suis pas historienne, ouais. mais des petites informations que j'ai glanées, ça vient quand même pas mal des États-Unis. D'accord. Mais faut pas me prendre vraiment pour argent comptant là-dessus parce que je suis pas certaine. Ok. Mais bah, du coup, là, dans le chat, les amis, vous avez l'idée quand même que maintenant, vous avez une piste. Libre à vous de la creuser. J'ai envie de dire, tu me dis, Jacob, si t'es d'accord avec ça. Ouais. D'ailleurs, Euh, Excuse-moi, juste, ouais, j'ai envie de répondre à la question qui vient juste d'être ouais, posée. c'est la question que j'allais lire justement. Ouais. Sur quand est-ce qu'ont eu lieu les deuxième et troisième vagues. C'est ça, hein, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Alors juste, je reprends, en fait, la deuxième vague, c'était après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment, des revendications qui étaient portées sur, la présence des femmes sur le marché du travail et dans les universités, avec vraiment, l'envie d'acquérir, une grande autonomie financière, enfin une Ouais, vraie autonomie financière, on va dire. Et en ce qui concerne la troisième vague, ça a été à partir des années 1980, mais la troisième vague, j'ai pas envie de m'attarder tout de suite dessus parce que je pense que pour comprendre la quatrième vague, il faut vraiment parler de la ouais. troisième vague plus dans le détail. Donc pour le moment, je vais pas aller plus loin pas aller plus loin là-dessus. Ok. On sent que, alors bravo Jacob, on sent que c'est préparé. On sent que la réponse, elle montre qu'il y a eu un travail, quoi. Il y a eu un travail. Oui, parce que on a quand même un peu préparé ce stream, mine de rien. Et bah, la preuve, c'est que Jacob arrive à structurer son propos en disant, alors attendez, les amis, là vous êtes gentils, mais moi pour l'instant, je vais rester dans le. Ok. Euh, cette quatrième vague, du coup, effectivement, alors moi, je découvre aussi qu'on parle de quatrième vague. Euh, Moi, tu vois, je pense que naïvement, j'aurais dit deuxième ou troisième. J'aurais dit peut-être première année 60, deuxième, effectivement, année 80, libération sexuelle, et troisième, voilà, maintenant. Mais ok. Euh, je prends note, ben, Dorian Lee aussi, visiblement. Euh, est-ce que
est-ce que t'as l'impression que c'est une question de génération? Genre, parce que tu sais, en fait, on parle pas mal, j'ai l'impression, de notre génération, tu sais, voilà, les 20, 30, allez, 35 ans, comme étant une génération un peu différente, plus ouverte. On a des concepts comme progressistes qu'on entend de plus en plus. Alors, des mots qui sont parfois galvaudés, tu vois, mais qui Mm. n'empêchent sont là. Euh, et l'idée, ce serait de dire qu'on est une génération un peu plus ouverte que les autres, etc. Et c'est vrai que quand tu vois la différence avec nos parents, j'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un fossé en fait en termes de mentalité, de regard vis-à-vis euh, des gens dans la société, donc des femmes entre Mm. autres. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même des regards très différents et des discours très différents, des pratiques très différentes par rapport à nos parents. Alors là, peut-être que je généralise, hein, tu vois, mais enfin, c'est un truc que je constate chez moi et chez pas mal de mes amis. Du coup, est-ce que pour toi c'est une question de génération aussi? Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de question de génération sans remettre dans le contexte des générations dans lesquelles on grandit les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a encore des grands-mères qui devaient demander l'autorisation à leur mari pour avoir un travail. Donc forcément, pour nous, ça semble absolument improbable et hors de propos que ce genre de choses ait pu exister. Mais pour ces femmes-là, le fait qu'un jour elles aient pu avoir un travail sans demander l'autorisation de leur mari ou leur père, c'était absolument incroyable. Donc forcément, il y a des différences générationnelles dans les revendications qui sont portées. Ouais. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est acquis le fait qu'on puisse avoir une autonomie financière et travailler sans demander l'accord de qui que ce soit, mais ça ne l'était pas pour les générations passées. Donc, vu que ça l'est pour nous, on va avoir un nouveau type de revendication, on va avoir des nouvelles demandes qui vont sembler peut-être de trop ou vont sembler exubérantes aux générations passées qui elles-mêmes se sont déjà beaucoup battues pour obtenir quelque chose. Et le fait qu'on en redemande une couche derrière, peut-être que ça crée un espèce de gap. Je sais pas, Ouais. j'ai pas de personnes très âgées dans mon entourage, donc j'ai pas pu aborder ces questions-là avec elles, mais c'est pas un problème de génération, c'est un problème de. Enfin, c'est même pas un problème, c'est une histoire de contexte, une histoire de l'histoire qui avance, de l'histoire sociale, l'histoire de l'émancipation des femmes qui avance au fur et à mesure. Après, la question de est-ce que c'est un problème de génération, donc pour revenir sur la question du contexte, depuis les années 80, donc il y a eu la troisième vague qui a commencé à débuter. Depuis ces années-là, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu déjà la fin des Trente Glorieuses, il y a eu l'éclatement de la société. Ouais. Il y a eu l'acceptation justement dans la société de diverses formes de familles, c'est-à-dire les familles monoparentales, les familles divorcées, les familles, tout ça, les structures familiales ont évolué. Ouais. Il y a eu aussi un nouveau multiculturalisme qui a commencé à être accepté dans la société, c'est-à-dire qu'on... Non, je vais pas dire ça. Euh, on essaie de penser qu'on peut être multiculturel. Bon, le contexte actuel nous montre que ce n'est pas forcément le cas dans les Ouais. faits, mais en tout cas, il y Effectivement. a quand même cette idée-là. Il y a également la technologie qui a beaucoup changé. Il y a eu les mouvements LGBT qui ont pris de l'ampleur, les mouvements antiracistes, et il y a eu une décomplexion au niveau de la sexualité, du fait d'en parler, de découvrir un petit peu tous ces sujets-là qui n'existaient pas il y a 30-40 ans. Et bien entendu, il y a eu l'avancée des études féministes. Donc oui, il y a une différence générationnelle, mais cette différence générationnelle, c'est pas juste oh là là, les jeunes, ils ont tout compris, Ouais. Non, non, c'est les jeunes, ils naissent dans un nouveau contexte, ils naissent un nouveau moment de l'histoire qui fait qu'ils peuvent se poser de nouvelles questions. Ils ont aussi de nouveaux outils pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et ça fait que il y a une quatrième vague qui a pu petit à petit être portée. Et est-ce que tu le... Alors là, là je dis tu, mais évidemment ça prend dans un sens plus général. Est-ce qu'il y a un- est-ce qu'il y a deux ou trois événements, disons, précis qui ont permis de parler de l'essor d'une nouvelle vague? Tout à l'heure, tu as évoqué le cas des États-Unis. Mm. Est-ce qu'il y a plusieurs, de la même manière que, par exemple, l'affaire George Floyd était un tournant pour les luttes antiracistes, est-ce qu'il y a eu un ou des événements précis qui ont amené à cette nouvelle vague?
Alors, la quatrième vague féministe, c'est vrai que c'est une vague qui... Bon, alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup de retours dessus, parce que c'est pas encore Ouais, très étudié, c'est normal, c'est assez récent finalement ouais, d'un point de vue historique. Donc, pour le moment, je pourrais pas parler au nom de tous les points de vue féministes et au nom d'un consensus. Par contre, c'est vrai que la quatrième vague féministe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... une libération de la parole. La quatrième vague féministe, c'est ça, c'est une libération de la parole. Une libération de la parole en ce qui concerne notamment les violences faites aux femmes et surtout les violences sexuelles. Et cette libération de la parole, elle a été entre autres possible grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Twitter, parce qu'il y a eu énormément comment dire, de scandales successifs qui ont permis petit à petit de libérer la parole, et notamment avec l'affaire de Harvey Weinstein en 2017. oui, Toutes les affaires avec les hashtags MeToo, Balance ton porc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont libéré la parole. Mais avant ça, il y en avait eu d'autres quand même. En France, il y avait eu le Gamergate. Pour les personnes qui sont dans le jeu vidéo, ils et elles comprendront ce dont je parle. ouais. Le Gamergate, c'est quand il y a les violences sexistes dans le monde du jeu vidéo qui ont été révélées par Marla, si je me trompe pas dans son nom. Oui, c'est ça, c'est bien Désolée elle, si ouais. je me trompe. Ouais, Ouais, c'est ça. Et tout ça, petit à petit, bah, ça a créé la nouvelle vague féministe. Parce que, en fait, le fait que la parole se libère, le fait qu'on puisse beaucoup plus parler de ce qu'on subissait, et quand je dis on, je pense aux femmes et aux minorités de genre, ça a permis comment dire, on fasse un bloc solidaire ensemble, qu'on arrive à échanger entre nous, qu'on en parle, qu'on se rende compte, ah bah dis donc, on vit toutes et tous la même chose, enfin plus ou moins la même chose, après dans des contextes différents. ouais. Bon, il y a peut-être un sujet là qu'il va falloir porter, qu'il va falloir revendiquer, et ça crée une nouvelle vague, un nouvel intérêt, et puis avec les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a permis surtout, et c'est ça moi à titre personnel que je sens, c'est que ça a rendu accessible le féminisme. Parce que le Ouais. féminisme, en ce qui me concerne, pour remettre un petit peu dans l'idée, moi aujourd'hui j'ai 30 ans, moi le féminisme je l'ai découvert en 2017 avec Harvey Weinstein. Ah, j'avais commencé un petit peu à comprendre ce qui se passe, enfin, à mettre un pied dedans avec le Gamergate, mais vraiment tout doucement, et puis ça semblait être réservé aux jeux vidéo, donc pour moi, c'était pas encore tout à fait clair ces histoires-là, mais je me suis réellement intéressée au féminisme en 2017 avec toutes les histoires autour de Harvey Weinstein. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi à m'y intéresser? C'est parce qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un contenu accessible et grand public Ouais. féministe. Et c'est grâce à ce contenu de vulgarisation, ce contenu qui était sur plein de supports différents, donc autant des livres que des podcasts, des bandes dessinées, des blogs, etc. C'est grâce à ça que j'ai pu m'intéresser au féminisme. Et c'est en ça que la quatrième vague arrive à avoir une grande portée. C'est parce qu'elle ne s'intéresse plus qu'à des études. Ce ne sont plus que des études sociologiques, ce sont maintenant c'est un sujet de société que tout le monde peut s'approprier. Bah, tout le monde, toute proportion gardée, Oui, toute oui, oui. personne ayant les moyens de se l'approprier. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, il y a une petite fracture numérique qui crée une inégalité à ce niveau-là, mais globalement, effectivement, tous ces discours sont bien plus accessibles. Tiens, Mm, je vais lire le commentaire de l'Indigné du Canap. D'ailleurs, bienvenue sur la chaîne, merci mm. pour ton follow, j'aime beaucoup ton pseudo. Bienvenue, j'espère que tu seras bien sur ma petite chaîne de vulgarisation à la cool de questions sociales. Yo les individus, petite anecdote, j'avais une prof, donc universitaire, plutôt proche du milieu libertaire, féministe, troisième vague, on en parlait tout à l'heure, qui avait une vision hyper critique des combats féministes d'aujourd'hui. On va y revenir ça d'ailleurs, hein. En mode, oh j'arrive trop loin, on peut plus rien dire, fini la drague et blablabla. J'espère que mon imitation est convaincante. Il y a clairement une dimension générationnelle là-dessus, et c'est dur de voir des gens qui se disent libertaires, mais qui à 60 balais tiennent des propos réactionnaires. Ouais, en fait je pense qu'en fait, l'évolution de l'époque fait que. Ça veut dire quelque chose, quoi, l'évolution de l'époque? L'époque fait que les termes, les concepts, les notions évoluent. Et donc, une personne qui était libertaire à 60 ans, il y a 60 ans, n'a pas forcément les mêmes luttes qu'aujourd'hui, en fait. Le mot libertaire n'a pas le même sens qu'il y a 60 ans. Et je pense que c'est ça qui fait que. Bah, en fait, je vais dire un truc, alors j'accorde là moi-même que je caricature un peu, que je dise les choses que ce soit pas les bons mots, auquel cas, excusez-moi, ok, on fait au mieux. Mais en gros, quand tu étais féministe dans les années 60, tu te battais pour avoir le droit d'aller bosser. Mm. Euh,
Alors qu'aujourd'hui, ben, si tu te bats pour le droit d'aller bosser quand tu es une femme, ben, ok, c'est ton droit, mais enfin, c'est plus une lutte majeure dans les droits des femmes, en fait. Le droit d'aller bosser, il est quand même communément admis, quoi. Voilà. Il est quand même... du coup, ce que tu prenais pour une lutte essentielle il y a 60 ans n'est pas forcément le cas aujourd'hui, quoi. Oui, mais surtout qu'on l'a gagnée la lutte, c'est ça la différence. Je comprends, enfin, moi j'ai tendance à essayer de comprendre tout le monde et les personnes qui étaient féministes hardcore dans les années 60 et qui aujourd'hui se sentent un peu dépassées. Je pense que c'est surtout que ces personnes-là se sentent dépassées. J'aime pas faire des jugements négatifs sur les gens qui n'ont pas la même opinion que moi. Je pars du principe qu'ils et elles sont de bonne foi si j'ai pas plus d'informations. Mais du coup, je vais partir du principe que ces gens-là se sentent dépassés et du coup disent on peut plus rien dire, etc. Mais je le comprends aussi un petit peu parce que ça va très très vite. C'est beaucoup beaucoup de nouvelles informations qui arrivent d'un coup et qu'il faut assimiler et qu'il faut comprendre avec de nouveaux enjeux, de nouvelles réinterprétations de la norme, de qu'est-ce que c'est la norme et de pourquoi elle pose problème, etc., etc. Et en ce qui concerne une femme qui a 60 balais, tient des propos réactionnaires comme l'indigné du canap le dit, bah, c'est parce que elle, en fait, prof universitaire, donc j'imagine une femme blanche de la petite bourgeoisie Hmm. intellectuelle qui a sa place dans son game de l'université. Elle, qu'est-ce qui lui reste à gagner du féminisme? Bah, plus grand-chose en fait. Enfin, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Elle est installée, elle a les moyens, elle a la reconnaissance Bah, sociale, complètement. elle est peut-être mariée avec des enfants et ça se passe sûrement très bien et tant mieux pour elle. Donc elle, bien entendu, elle a plus grand-chose à gagner, sauf que derrière, il reste tout un paquet de femmes qui ont, et pas que des femmes encore une fois, aussi des personnes non binaires et les hommes transgenres, qui ont un sacré paquet de trucs. Et quand je dis trucs, je parle de droits qu'on ne leur laisse pas, qui subissent des discriminations quotidiennes, sûrement du harcèlement sexuel. Et toutes ces personnes-là ont des revendications qui sont légitimes et que nous devons porter si on n'est pas concerné pour qu'il y ait vraiment une égalité dans les droits. Mais enfin, typiquement, donc, on part d'un commentaire, hein, je ne veux pas faire de stéréotypes sur cette Ouais. personne-là, mais de ce que j'ai lu du commentaire, cette personne est une féministe libérale blanche, plutôt bourgeoise, hétérosexuelle et parfaitement contente de sa situation. Et bien entendu que pour elle, ça va trop loin le féminisme. Tiens, d'ailleurs, comment tu... Ah tiens, je prends la question, j'allais repartir, mais je garde ma question pour après. Il y a Doremi dans le chat qui demande, et d'ailleurs tu parles d'outils, on remarque qu'il y a une multiplication des podcasts féministes, par exemple sur Spotify. Est-ce que tu te dis que s'il y a des podcasts de ce genre sur Spotify, c'est qu'il y a une prise de conscience de la masse? Et c'est assez positif en fait. Euh, Je pense qu'on reste dans ces questions d'accessibilité oui, dont tu oui, parlais en fait. après, oui, oui, c'est ça. Enfin, une prise de conscience. Je sais. En fait, on peut pas dire est-ce que les podcasts ont été créés parce qu'il y avait une demande ou est-ce que les podcasts ont été créés et ça a entraîné Et une créer la demande de demande, ouais, plus de ouais, ouais. podcasts. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y ait des podcasts et moi, c'est notamment par les podcasts que j'ai commencé à comprendre le féminisme, notamment les podcasts Les couilles sur la table et Quoi de meuf et un peu plus tard Mansplaining. Et il y en a énormément d'autres. Il y a aussi, je vais faire un peu de name dropping ce Ouais, moi soir, hein. je vais le mettre dans le chat. Il y a donc, je répète, il y a Mansplaining, Les couilles sur la table, Quoi de meuf, et Gouinement lundi que j'aime beaucoup. Il y a aussi Jean, Gins, qui est très bien. Bref, tous ces podcasts-là, ils sont arrivés et ils s'adressent à des personnes qui ne sont pas universitaires, qui ne sont pas dans les courants philosophiques et sociologiques d'études du féminisme, d'études des genres, des rapports de pouvoir qui se créent entre les individus sur la base de leur genre ou de leur sexe. Et toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les masses, comme ça a été pour reprendre les mots d'Auréalmy, ont enfin accès au savoir féministe. Et du coup, Jean, c'est avec un J. Je vais J, l'écrire. pardon, avec un J. Ouais. Et tout ça, ça fait que du coup, le féminisme est beaucoup plus accessible parce qu'il est vulgarisé. Du coup, il est, ouais, voilà, n'importe qui peut se l'approprier et s'approprier les outils, parce que le féminisme, pour moi, ce sont surtout des outils d'émancipation. Ma- Encore une fois, toute proportion gardée quand je Ouais. dis n'importe qui, mais en tout cas, une majorité de personnes peuvent s'approprier les outils du féminisme et du coup les utiliser dans leur quotidien. Et ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est ce qui m'a permis de m'émanciper du patriarcat pour prendre des mots forts. Et je trouve ça formidable.
Ouais, et ben, mais tu sais, c'est marrant parce que, tu vois, quand le mouvement MeToo s'est lancé avec un hashtag sur Twitter, euh, il a fini par. Moi, c'est l'époque où je n'allais pas encore trop sur Twitter, donc on est en 2017, je crois. J'étais plus sur Facebook, et je commençais aussi à avoir des gens sur Facebook qui parlaient de MeToo, tu vois. Et je me dis, enfin, c'est quoi ça? Et au début, je n'avais pas capté que c'était que des meufs qui écrivaient ça, que des copines qui écrivaient MeToo. Et je comprenais, enfin, je comprenais pas le sujet, tu vois. Enfin, je voyais pas trop le Ouais. dénominateur commun de tous leurs posts. Et après, j'ai fini par comprendre. Et je me suis dit, ok, mais enfin, c'est en train de se propager. Enfin, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde parle de ces histoires. Moi, j'aime pas le mot histoire, il est un peu divertissement. Mais t'as compris, quoi, tu vois. Tout le monde Mm. parle de ces situations. Et après, je vais voir sur Twitter et j'ai vu qu'effectivement, tu avais un hashtag et que ça partait vraiment. Et moi aussi, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille au sujet du féminisme, tu vois. Euh, et je me suis dit, ok, mais là, enfin, là, il se passe un truc en fait. Je pensais pas que ça allait, entre guillemets, rester, parce que tu sais, on en voit beaucoup des mouvements qui sont éphémères et qui repartent, tu vois. Euh, mais là, le fait que ça reste et que ça parte de là, comme tu dis, effectivement, les réseaux sociaux, malgré leurs limites, malgré leurs failles, ben, c'est vrai qu'ils ont permis une accessibilité qui me paraît vachement importante pour la, la popularisation de cette thématique. Oui, oui, bah, les hashtags, ça a été le déclencheur de tout, hein. C'est ce que je disais un petit peu plus, enfin le déclencheur de tout, non. Encore une fois, il y a jamais un truc, qui Ouais. déclenche, généralement c'est tout un contexte, enfin les mouvements historiques et les mouvements culturels, on peut pas dire, c'est à partir de ce moment-là, il s'est Ah passé oui, c'est quelque ça. chose. C'est pas comme ça que ça se passe. Les mouvements historiques et les mouvements culturels, c'est, tout un socle, un terreau fertile qui petit à petit devient de plus en plus fertile parce qu'il y a des gens qui travaillent à cette fertilité, des militants et des militantes, des mouvements de libération, des associations, etc., qui travaillent à faire avancer ces sujets-là, et aussi, bien entendu, des personnes qui travaillent sur des études universitaires sur ces sujets-là, qui créent des trucs. Et au bout d'un moment, va y avoir un terreau tellement fertile qu'à la moindre étincelle, ça va partir. Et ce qui s'est passé, selon moi, avec MeToo et Balance ton port, c'est qu'il y avait tous les éléments réunis pour qu'il puisse y avoir une prise de conscience généralisée. C'est-à-dire qu'on avait le savoir théorique qui était prêt à être utilisé, on avait le contexte social qui était disponible pour que ces sujets-là soient mis en avant, et on avait également les outils qui ont permis que ces sujets-là puissent prendre de l'ampleur et s'imposer dans le débat politique et le débat social. Et MeToo, donc, ça a été l'étincelle qui a permis que ça arrive. Et c'est ce qui a permis par la suite de comprendre que non seulement il y avait d'énormes revendications et d'énormes problèmes dans les rapports de pouvoir entre genres dans la société, et qu'il fallait s'en préoccuper, mais ça a permis à énormément de femmes et de personnes non binaires et d'hommes transgenres de réaliser qu'il et elles n'étaient pas seuls à vivre ce qu'ils vivaient, et que il était possible d'en parler et de s'émanciper de toutes ces conneries-là en faisant front commun, et front commun, encore une fois, toute proportion gardée, Ouais. et du coup en avançant et voilà, en portant leurs revendications, mais on level up très très vite, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, Tout le ouais. monde a level up très très vite en vulgarisant le contenu pour qu'il y ait ce level up qui puisse se faire, mais pour tout le monde. Ouais. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, on va, petit coup de projo, est-ce que toi, c'est ce que tu estimes faire sur ta chaîne? Est-ce que c'est ce genre de contenu que tu estimes proposer? Non. Alors, en ce qui concerne le contenu littéralement féministe, je n'en fais pas parce que en ce qui concerne le contenu féministe, je n'en fais pas littéralement du contenu féministe parce que je trouve qu'il y a déjà des personnes extraordinaires qui font du Ok. très bon contenu féministe, et qui sont bien plus expérimentées et qui ont bien plus, comment dire, qui ont bien plus de connaissances que moi sur toutes les théories féministes et sur tout ça, et qui font du très très bon travail. Et je ne pense pas avoir quoi que ce soit à ajouter à ce travail qui est fait. Par contre, j'essaie d'en faire la promotion autant que je peux. Par contre, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller dans la niche
ou les niches du féminisme qui ne sont pas encore suffisamment exploitées à mon goût, dont on ne parle pas encore suffisamment. Et je vais dans ces niches-là et j'essaye justement de les ramener au cœur du débat. Et c'est notamment ce que j'ai fait avec ma dernière vidéo sur l'amour. J'ai essayé de ramener le sujet de l'amour, mais en disant l'amour, on pense que c'est ça. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que l'amour avec un grand A, c'est ça? Et est-ce qu'il n'y a que cette manière-là de le ressentir, de le vivre, de l'exprimer? Est-ce qu'on ne peut pas s'élargir l'esprit? Et en fait, si on regarde bien en sous-titre ce que j'exprime et si on écoute la vidéo, ce que je remets en question, c'est la norme de l'hétérosexualité. Ouais. Et le fait que cette norme, sans qu'on s'en rende compte, est imposée à tout le monde dans la société, et même dans les milieux féministes, en tout cas moi, les milieux que j'ai fréquentés et la littérature que j'ai lue et les contenus que j'ai consommés, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de remise en question de cette norme hétéro. Et attention, quand je dis la norme hétéro, je ne parle pas de relations hétérosexuelles, je ne parle pas d'orientation sexuelle. Ouais. Ce dont je parle, c'est du fait que dans l'imaginaire collectif, l'amour avec un grand A, cela ne peut être qu'un homme et une femme avec des mômes. C'est ça, la norme hétérosexuelle. Et il y a tout un paquet de trucs qui s'articulent autour de cette norme, et c'est ce dont je parle dans ma dernière vidéo. Et cette norme-là n'avait jamais été remise en question, alors qu'elle entraîne plein de conséquences qui sont discriminantes pour tous les gens qui ne se retrouvent pas dans l'amour avec un grand A entre un homme et une femme. Ok, merci pour cette réponse. Euh, N'hésitez pas évidemment à aller suivre Jacotte sur YouTube et sur Twitch. On envoie beaucoup de force et beaucoup d'amour à Jacotte, bien évidemment. Même si l'amour c'est de la merde. Euh, et Oui, c'est cela, le titre de ma vidéo. Voilà, moi j'aime bien les titres un petit peu punchy. Le titre c'est L'amour, c'est de la merde. Mais bien entendu, j'ai pas envie de spoiler. Regardez la vidéo. mais oui, mais voilà, évidemment. Regardez la vidéo. Prochain trajet, les amis, ça c'est presque un ordre. Autant que faire se peut. Prochain ménage ou prochain trajet en bagnole, vous écoutez au moins la vidéo de Jacotte sur l'amour. Alors, Jacotte, on revient aux réseaux sociaux dont on parlait. Toi, personnellement, euh, qu'est-ce que tu penses de l'influence des réseaux sociaux dans le mouvement féministe? Parce qu'on disait que si on essaye de prendre du recul là-dessus, ouais, effectivement, on a l'impression qu'il a aidé à propager, qu'il a permis une propagation assez exponentielle en fait du mouvement, à la fois en libérant la parole et en facilitant l'accès à cette parole libérée. Mais aujourd'hui, là, avec quelques années maintenant, ça fait quelques années que qu'on est dedans, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'influence des réseaux sociaux sur ce mouvement? Euh, alors, en fait, ça ne peut être qu'une influence positive. On peut pas dire autre chose. L'influence des réseaux sociaux dans la nouvelle vague féministe, c'est une influence positive parce que c'est un des éléments, j'ai même envie de dire un des piliers qui a permis à cette nouvelle vague de se lancer. Et il y a aussi un consensus sur la question. Je parle pas, c'est pas que mon opinion. Je pense que c'est très bien, parce que ça permet à énormément de créateurs et de créatrices de pouvoir s'exprimer sur la question, de pouvoir vulgariser plein de contenus. Et d'ailleurs, merci à elles et eux et à LE de faire autant de travail, souvent, même dans l'immense majorité des cas, gratuit sur leur temps Ouais, libre, qui permettent à tout le monde de s'éduquer avec des propos qui sont simples et qui sont clairs. Et c'est vraiment super cool. Tout le monde peut avoir accès, enfin, encore une fois, à toute proportion gardée, dans la limite des moyens disponibles, mais tout le monde peut s'éduquer facilement sur le féminisme grâce à elles et eux et à eux. Euh, du coup, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur qu'est-ce que ça apporte, parce que pour moi, c'est à 90% du positif. Après, il y a également un petit consensus ouais, qui explique qu'il y a certaines limites aux réseaux sociaux. Et que ces limites, c'est que notamment le militantisme en ligne n'est pas suffisant. Et que faire du militantisme en ligne, c'est bien, mais qu'il faut réussir à le porter après dans la vie réelle. C'est-à-dire que si on se contente de retweeter du bon contenu, de faire 2-3 hashtags et de participer à ce qui se passe sur Twitter, c'est chouette. Et je ne dirais jamais que ça sert à rien et qu'il ne faut pas le faire. Non, c'est bien. Mais dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est réussir à amener ces contenus dans la vie de tous les jours et dans le quotidien, voire même à s'investir dans des organisations militantes.
C'est ça la critique en fait, c'est qu'il ne faut pas se dire c'est bon, c'est réglé sur Ouais, Internet, on n'en parle plus. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que littéralement, quand il y a quelqu'un qui fait du mansplaining sur Twitter, cette personne est reprise, c'est super. Maintenant, il faut réussir à reprendre également les attitudes de mansplaining dans la vie courante. ouais. Le mansplaining, c'est quand un homme donc un homme, généralement un homme, enfin même tout le temps un homme considéré comme un homme cisgenre, c'est-à-dire dont le genre a été attribué à la naissance. Un homme explique à une personne vue et reconnue comme une femme des choses qu'elle sait déjà. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est que moi, je travaille dans un bar à bière et qu'il m'arrive d'expliquer la composition des bières à des hommes et de leur dire pourquoi ces bières ont certains goûts, une amertume, une acidité. Et c'est arrivé plusieurs fois que des mecs me reprennent et me disent bah non, c'est pas comme ça que ça marche, gna 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 gna. Euh, Bon, c'est mon métier, je travaille avec des brasseurs toute la journée, je sais un petit peu de quoi je parle. Donc ça, c'est du mansplaining. Et en fait, idéalement, ce qui serait parfait, ce serait que moi, je dise à ce gars-là, écoute, en fait, je te permets pas de m'expliquer mon métier comme ça, je sais de quoi je parle, c'est pas parce que je suis une meuf que je suis une amateur ou amatrice. Donc voilà, Et tu sais ça qu'en c'est juste plus, pour donner l'exemple. tu sais que ça m'étonne d'autant moins que la bière, c'est un truc de Mm. mec, quoi, tu vois. Genre, Oui, bah oui. t'es qui pour Non, m'expliquer ce que bien c'est la sûr. bière, en fait? Tu vois? Oui, oui. Non, mais bien sûr, c'est ça. Après, est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'ils me reprennent ou est-ce que c'est parce que ils pensent avoir des certitudes sur la bière? Je ne suis pas capable de l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que ça m'arrive beaucoup plus à moi qu'à mes collègues masculins. Bah oui, mais. Donc, et là-dessus, moi, du coup, quand un mec me reprend de la sorte, c'est ce que j'essaie de faire parce faut que je mette en pratique un petit peu aussi toutes les belles théories que je porte. Ce que j'essaie de faire, c'est que je l'écoute, je le laisse finir et je lui dis, ok, d'accord, mais c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle. Laisse-moi au moins finir ma phrase. Bah oui, Parce que ouais. généralement, il me laisse même pas finir, il me coupe. Donc, laisse-moi au moins finir ma phrase. Tu pourras exprimer ton avis sur le sujet par la suite. Et au passage, je m'en fous de ton opinion. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut réussir à faire en fait. Moi, c'est la critique que j'ai un petit peu sur les réseaux sociaux. Après, je suis très, comment dire, moi, j'ai pas de souci avec les gens qui, enfin, j'ai pas de souci. Les gens qui n'arrivent pas à s'imposer de cette manière-là dans une société qui ne les a pas encouragés à s'affirmer, et je parle en particulier des femmes et des minorités de genre, je ne vais pas leur en vouloir parce qu'elles n'arrivent pas à remettre à sa place un homme. C'est pas Ouais, ouais. facile. Personnellement, ça m'a coûté énormément de réussir à atteindre ce niveau de confiance et cette affirmation de moi-même, et c'est un gros travail. C'est d'ailleurs, on devrait avoir des hommes autour de nous, et quand je dis des hommes, là, je parle des hommes cis qui nous aident et qui nous encourage à nous émanciper. Et du coup, j'en veux pas aux gens qui n'y arrivent pas. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on va vraiment réussir à se libérer, en combinant le travail qui est fait sur Internet, qui est un travail de vulgarisation, d'apprentissage, comment on va dire, d'explication que tout le monde s'approprie le savoir. C'est bien de s'approprier le savoir, mais après, il faut passer à la pratique et il faut passer au militantisme ordinaire. J'aime bien cette expression, Oui. le militantisme ordinaire. C'est ne pas laisser ses potes avoir des propos sexistes ou homophobes, ne pas laisser, bah voilà, un mec nous remettre à notre place. Et ça, c'est pas facile, hein. Et quand je dis ne pas laisser ses potes avoir des propos sexistes et homophobes, je parle en particulier aux hommes cis. S'il vous plaît, faites un effort, reprenez-les un minimum. Vous n'êtes pas obligé de leur rentrer dans le lard, mais faites-leur remarquer que vous appréciez pas forcément ce qu'ils disent. Et on peut faire ça avec humour, hein. On n'est pas obligé de se porter comme un preux référent des luttes. Non, on s'en fout. Juste dire, ouais, bon, c'est un peu sexiste ce que tu as dit, j'aime pas trop ta blague. Voilà, ça peut se limiter à ça, mais il faut réussir à le faire et il faut au moins essayer, quoi. Il faut pas se limiter aux réseaux sociaux. Ah, mais, En mais clairement, c'est un particulier, gros taf. Et effectivement, c'est intéressant attends, je vais ta juste notion finir ma de. phrase si ça t'embête pas. Pardon? Je vais juste finir ma phrase si ça Ah, t'embête pardon, pas. Je te dis le ton qu'il faut descendant, je réussir. pensais que tu avais terminé. Pardon, autant pour moi. Non, non, je voulais juste conclure en disant que ce travail-là, de porter le combat militant en dehors d'Internet, moi, j'en attends beaucoup des hommes, et en particulier des hommes cisgenres à ce sujet-là. J'attends qu'ils
voilà, qui soient de bons alliés dans la lutte, c'est-à-dire qu'ils nous soutiennent sans pour autant expliquer à notre place ce que c'est le féministe, hein, c'est pas ça qu'on leur demande, mais au moins qu'ils reprennent leur pote quand il y a un problème. Voilà, Oui, c'est c'est bon, j'ai ça. fini. Et effectivement, c'est un gros boulot. J'aime bien ton expression de militantisme ordinaire, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser militantisme égale bah, tu vas manifester ou voilà, tu vas mettre en place un événement ou autre. Alors que non, bah non, il y a des actions au quotidien à faire qui ne demandent pas toujours énormément d'énergie, une fois qu'on s'y est habitué. Mhm. Et d'ailleurs, c'est marrant, tiens, parce que moi, j'ai ma copine un peu comme toi, qui est grande gueule, qui est ferme, tu vois, enfin, qui se laisse pas marcher dessus, quoi. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Bah évidemment que c'est moi, je serais pas quelle. Et du coup, c'est elle qui m'encourage si tu veux, à m'émanciper parce que j'ai plus de mal à parler qu'elle. Et du coup, mes potes, qui évidemment sont tous des mecs cisgenres, enfin tu vois, le petit mec blanc de 15-30 ans, tu vois, qui en plus habite sur la Côte d'Azur, euh, qui, du coup disait que c'était un dragon en fait, qu'il appelait dragon parce que c'est une femme qui a du caractère, donc automatiquement c'est un dragon, tu vois. C'est ça. Non, mais ça, typiquement, ça, c'est sexiste, hein, c'est Ah bah misogyne. bien Une sûr, femme qui a du évidemment, caractère, c'est un évidemment. dragon. Un mec qui a du caractère, oh, quel homme! Enfin, littéralement, ça, c'est problématique, en fait. Ah bah oui, bien sûr, clairement. Ça Mais du, m'énerve. du coup là, à la fois ils sont habitués, et puis à la fois, moi, ça fait 4 ans que je leur dis, bon les gars, tranquille, hein, c'est pas parce que ma meuf elle vous roule un peu dessus dès que vous êtes chiant que c'est un dragon en fait. Enfin bref, voilà. Tout ça pour Non, dire c'est que pas elle qui a un effectivement, problème, en fait, c'est eux. Enfin, bah oui, c'est ça, genre, c'est ça. mm, C'est pas parce que vous entendez une femme qui a une voix, en fait, tout simplement, qui a une c'est voix, ça. enfin, bref. Mais du coup, c'était pour l'anecdote, évidemment, et je leur en veux pas. Ben, j'en veux pas parce que, nous, en tant que mec, effectivement, ça fait aussi partie de l'éducation. On en parlait au début du stream. Ça s'inscrit aussi dans ce contexte-là social, éducationnel aussi, tu vois, et le contexte Mm. éducatif. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Il y a une déconstruction à faire, évidemment, comme dit Bogledy dans le chat. Coucou d'ailleurs, hein, coucou tout le monde qui est arrivé. Mettez-vous à l'aise, j'espère que vous êtes bien. Oui, on parle de féminisme, et avec beaucoup de bonheur et de joie et d'amour. Euh, je pense que c'est un gros travail à faire, mais effectivement, c'est un travail qui passe par des micro-interactions à gérer, pas au Entre autres quotidien, mais choses, régulièrement, oui, oui. quoi. Ouais, ouais. Entre autres choses, mais c'est tout en fait. Bon, là on parle de militantisme ordinaire. Donc le militantisme ordinaire, on a prononcé ce terme-là pendant le live. C'est effectivement les micro-interactions, mais le militantisme, ça peut se manifester de tellement de manières différentes. C'est pas que ça. Mais entre autres, et selon moi, c'est hyper important de mettre le militantisme. Le militantisme ordinaire un petit peu au cœur de nos pratiques, il faut que ça passe par là aussi. Il faut que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on arrive aussi à le faire dans la vie IRL. Oui, oui, complètement, complètement. Et d'ailleurs, comment t'expliques cette espèce j'aime pas trop dire ce mot, ça fait un peu manichéen, mais c'est cette espèce d'antiféminisme, quoique si, il y en a qui se revendiquent comme tel, hein. Comment, Mm. je sais que tu pourrais passer la nuit à répondre à cette question-là, mais Ouais. en quelques mots, en fait, comment tu expliques cette espèce de montée antiféministe, y compris à l'échelle, y compris au niveau médiatique et politique, tu vois? Ouais. Bah, c'est le backlash. C'est ce qu'on appelle le backlash. C'est quelque chose qui a été théorisé par une féministe. Il faut que je retrouve son nom parce que je ne retiens pas les noms, pardon. Alors, Backlash, c'est un livre qui a été écrit par Suzanne Faludi, et où elle conceptualise vraiment cette chose qui a déjà été observée dans les autres grands mouvements, enfin lors des autres grands événements féministes de l'histoire. C'est-à-dire que chaque fois que les femmes commencent à revendiquer des droits, à vouloir avoir plus de droits, à vouloir atteindre une grande égalité, et là quand je parle de femmes, je parle d'un groupe social, hein, donc ça inclut les minorités de genre, chaque fois que les femmes ont porté de nouvelles revendications, il y a eu derrière ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire que il y a une résistance. Il y a une résistance de la société à l'émancipation des femmes. Et du coup, là, ce qu'on est en train de vivre,
c'est-à-dire toute cette résistance, tout cet antiféminisme qu'on voit dans les médias, qu'on voit sur Internet, qu'on voit partout, même dans nos cercles les plus proches. Ouais. Cette résistance-là, en fait, elle est causée, enfin, est-ce qu'elle est causée? Non. Mais en fait, c'est voilà, c'est comme si, vous étiez en train de vous et je parle des hommes, vous étiez en train encore une fois, groupe social, vous étiez en train de jouer avec, votre jouet magnifique, votre voiture électrique qui roule trop bien et vous êtes trop content, super, et que nous, on se tape les jouets en bois complètement abîmés, qui font chier et qui ne servent plus à rien et qu'on vous dit: «S'il te plaît, en fait, là, c'est pas juste, nous aussi, on a envie de jouer avec les grosses bécames». Et bah, là, il y a une résistance, qui dit: «Bah, non, en fait, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on est des humains aussi et on a envie de jouer avec les gros jouets nous aussi. Bah non, vous êtes des femmes, vous restez avec les trucs pourris. Voilà, en fait, c'est vraiment, on est vraiment, pour moi, je vois ça vraiment comme une attitude de gamin qui veut garder son jouet que pour lui. Et quand je parle de jouet, je parle de pouvoir et qui ne veut pas partager ce pouvoir et aussi, ça va avec ses privilèges. Donc, vu qu'il y a, et en fait, excusez-moi, je vais commencer la suite de mon Vas-y, vas-y. intervention autrement. C'est-à-dire que euh, le combat féministe culturel de ces dernières années, donc qui a commencé vers les années 2010-2012, pour moi, la bataille culturelle du féminisme, là, est en train d'être gagnée. Quand je dis elle est en train d'être gagnée, c'est-à-dire que le féminisme prend tellement d'ampleur aujourd'hui qu'on ne peut plus passer à côté. C'est Ouais. ce qu'on disait au début du live, c'est-à-dire qu'il est à la portée de tous et toutes. Il y a énormément de contenu accessible, voire très accessible. Et du coup, tout le monde peut se l'approprier. En plus de ça, il y a de la propagande qui est faite d'une manière admirable par les collages féministes qui ont su vraiment visibiliser des choses qui étaient invisibles jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Et c'est super parce que tout le monde a été obligé de les lire, ces collages, et c'est vraiment une action géniale. Donc, les combats féministes sont portés haut dans la sphère politique. Et on est donc en train de gagner la bataille culturelle, c'est-à-dire que notre sujet s'impose dans la société, on ne peut plus passer à côté du sujet, on ne peut plus faire un spectacle ou un film foncièrement misogyne sans se prendre sur la gueule tout un tas de critiques à ce sujet. Et ça, bah forcément, il y en a, ça les fait chier. Et c'est pour ça qu'il y a le backlash derrière qui s'amorce, c'est-à-dire que tout ce qui va être considéré comme féministe ou qui va un peu y être associé va être rejeté en bloc sans même penser au message qui est porté derrière ou à la légitimité des revendications. Et ça va tout simplement être rejeté par une résistance à cette victoire culturelle que le féminisme est en train de gagner. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je Oui, dis, si, parce que je si, m'emballe si. un peu. Oui, à cette bataille culturelle que le féminisme est en train de gagner. Ouais, D'ailleurs, c'est c'est marrant ça. parce que l'autre jour, je suis tombé presque par hasard sur un débat à la télé, enfin un débat. C'était entre Zemmour et Enthoven. Donc c'était pas un débat, c'était une discussion entre copains, quoi. C'était le goûter, quoi. C'était l'heure du goûter entre les voilà. Et du coup, le débat c'était le féminisme va-t-il trop loin? Et du coup, c'était marrant de voir en plus deux personnes qui sont assez connues pour leur anti-féminisme primaire. Mais ils étaient là entre eux, et puis ça, genre, ça va ma couille. Alors, on est pas bien là, à se demander si elles sont là. Et franchement, elles ne vont pas chier ces meufs en ce moment. Bon. Du coup, c'était assez marrant, quoi. Ok, ben, c'était intéressant ta réponse sur le backlash. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous mettre dans le chat le nom de l'autrice Bien du sûr. livre? Parce que j'ai mis le mot backlash, mais j'ai Oh, pas l'autrice. désolée, j'aurais aimé pouvoir parler mieux de ce livre-là. J'ai pas pu parce que, parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a quelques jours, donc je l'ai pas encore lu. Mais j'ai entendu beaucoup de podcasts et notamment les lives de la chaîne Antipatriarcam. Qui a beaucoup parlé de ce livre-là et qui en a fait des lives. Et c'est hyper intéressant, ça a aussi été beaucoup abordé dans les podcasts que j'écoute, où vraiment on voit que c'est systématique. Chaque fois qu'il y a des grosses avancées féministes dans le discours social, chaque fois il y a un backlash qui suit derrière. C'est systématique en fait. C'est hyper intéressant et ce livre est hyper intéressant. Je veux le lire moi pour aller plus loin dans ma réflexion. Néanmoins, je pense que c'est quand même un gros pavé Ouais. assez dense. Je pense que c'est possible de trouver des podcasts qui vulgarisent ou des lives de militants et militantes qui en parlent sans avoir à lire les 800 pages. Ouais. Jacob, j'imagine que toi, tu vas en parler sur ta chaîne quand tu auras fini. Oui, c'est possible. Je vais peut-être pas faire des lives dédiés à ça, mais c'est Ouais. certain que j'en parlerai. Voilà, Ouais, donc ouais. vous avez Jacob et Antipatriarcam, entre autres, à suivre Mm. pour en savoir plus sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est bien, tu as quand même permis
d'ouvrir la porte Mmh. au sujet de ce livre, que moi personnellement je connaissais pas. Et enfin, c'est un mot que je connaissais, mais c'est pas un livre que je connaissais. Enfin, je savais pas que c'était un livre en fait. Et du coup, il ne reste plus qu'à vous renseigner plus en amont sur le sujet. Non, alors pas de sponsor Audible, parce qu'Audible Audible a été racheté par Amazon et ça me fait chier. Oh là là, je suis dégoûté parce que moi ça m'intéressait beaucoup Audible en fait. Ça Ouais. m'intéressait beaucoup parce que lire des livres, enfin écouter des livres en audio, du coup c'est un truc qui me plairait beaucoup. Rester allongé le soir avant de dormir et écouter un livre, c'est beaucoup plus simple pour moi que de lire un livre. Mais c'est sûr que ça a été racheté par Amazon et du coup ça me fait chier de me donner de l'argent à Amazon quoi, encore quoi. Ouais. Alors que je suis sur. Après, comme il y en a qui le disent dans le chat, il y a beaucoup de streamers et streameuses et streamereuses qui font des lectures de livres. Et je vous recommande la chaîne YouTube. Ah mince. euh, Ah bon, la bibliothèque de Ran, et je vais vous mettre le lien, je cherche le lien, qui fait aussi des lectures féministes en fait. Donc on n'est pas obligé de passer par Audible et par des livres complets. On peut aussi passer par des petits contes qui font de l'excellent boulot et qui permettent de rendre accessible en audio des contenus écrits. Ouais, super, super. Ben voilà, merci pour ce partage de ressources, ce partage. Oui, c'est ça qui est beau. Là, tout le monde partage ses ressources, c'est fabuleux. Alors j'ai une question, Jacob. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le côté un peu historique du Mm. féminisme. Autant que possible, hein, je rappelle, si vous venez d'arriver, que Jacob n'est pas historienne ni sociologue, elle n'a Mm. pas cette prétention-là, et je ne le prête pas non plus. On est dans une discussion, quoi. Euh, mais pourquoi? Je sais pas si ma question est redondante par rapport à tout ce que c'est tout à l'heure, mais Mhm. au pire, tu me le dis et, euh, et puis on passera à la suite. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ce fossé temporel? Pourquoi est-ce que quelque part pourquoi est-ce qu'on a Simone de Beauvoir dans les livres d'histoire euh, et que depuis on a rien, on a eu personne d'aussi fort. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas eu de personnalité ou de concept aussi marquant. Euh, En fait, pourquoi est-ce Ouais, ouais. qu'entre elle et nous, Alors, on peut avoir l'impression de loin qu'il s'est rien passé? Alors, il s'est pas rien passé. Ça, déjà, c'est un truc. Ouais. Voilà, j'avais dit au début du live qu'on allait parler de la troisième vague dans le détail parce que justement, là, on est en train de parler de la troisième vague. C'est-à-dire entre Simone de Beauvoir et 2010-2015, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas entendu parler de féminisme, etc. Il s'est pas rien passé. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la deuxième vague féministe, les femmes ont atteint une certaine autonomie financière, encore une fois, toute proportion gardée, et ce qui a été appelé une libération sexuelle avec l'accès au droit à l'avortement et à la contraception. Ok. Bon, encore une fois, libération sexuelle aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme-là parce qu'il s'est avéré qu'on n'a pas été tant libéré que ça. Ouais. Mais ok, on admet ça. Donc ça a permis à beaucoup de femmes de s'émanciper et d'obtenir une vie qui leur convenait. Et ces femmes sont des femmes blanches, plutôt de classe moyenne ou petite bourgeoisie. Bon, les termes ne conviendront pas aux grands IP de la sociologie, mais Tant moi je les pis. appelle comme ça. Je comprends. Tant pis, voilà. Voilà. Merci. Tant pis. Qui sont donc souvent blanches et dans l'immense majorité des cas cisgenres et hétérosexuelles. Celles-ci, elles ont atteint les droits qui leur étaient nécessaires. Pas tous les droits, pas tous ceux qui leur étaient nécessaires, mais en tout cas suffisamment par rapport à ce qu'elles avaient auparavant. Néanmoins, il y a tout un tas de femmes, un très très grand nombre de femmes, qui n'ont pas eu accès à ces droits-là. Et notamment les femmes, là encore une fois, je parle de sociologie, donc quand je dis femmes, ça inclut les minorités de genre, notamment les femmes LGBTQI+, et notamment les femmes précaires. Et dans les femmes précaires, il y a un grand nombre de femmes non blanches. Toutes ces femmes-là n'ont pas eu accès aux droits que les autres ont obtenus à la fin de la deuxième vague féministe. Ça, c'est mon interprétation. Et pourquoi j'interprète ça comme ça? C'est parce que la troisième vague féministe, ce sont majoritairement des grandes... est-ce qu'on peut dire philosophes, intellectuels, sociologues, je ne sais pas. En tout cas, des grandes, moi je vais dire intellectuels, des grandes intellectuelles qui ont fait un travail incroyable sur le féminisme, notamment des afroféministes, notamment des femmes queer. Et je les ai notés parce que je veux pas que vous ratiez leur nom, mais il y avait Audre Lorde, afroféministe et poétesse incroyable, Bell Hooks,
pareil, afroféministe génial. Il y a Butler aussi, Monique Witting, et puis un petit peu par la suite en France, il y a eu Virginie Despentes et Paul B. Preciado. Toutes ces personnes-là ont permis à des formes de féminisme de se construire, voilà, d'acquérir un petit peu le socle théorique dont ces formes de féminisme avaient besoin pour ensuite avoir accès au discours grand public, on va dire. Et il y a eu énormément de travail qui a été fait par ces... Est-ce qu'on peut dire minorité? Je ne sais pas, mais il y a énormément de travail qui a été fait là-dessus. Ce travail, en fait, a un petit peu cassé la vision très essentialiste des femmes, comme quoi il y aurait juste un groupe de femmes homogènes, alors qu'il n'y a pas un groupe de femmes homogènes qui a besoin de la même chose. Il y a différentes femmes qui vivent différentes situations, qui sont dans différentes positions au niveau des rapports de pouvoir qui se jouent dans la société, et ces différentes femmes n'ont pas les mêmes revendications. Par conséquent, il faut un petit peu casser cette vision essentialiste des femmes, et qui était une vision prise des idées marxistes, c'est-à-dire les idées marxistes, c'est il y a les bourgeois et les prolétaires, et les idées marxistes et féministes à la croisée des deux, c'était il y avait les hommes et il y avait les femmes. Donc on a un petit peu cassé tout ça, en disant non, c'est pas aussi simple en fait la sociologie, ça va quand même un petit peu plus loin. Et une fois que les femmes, voilà, les femmes blanches, hétérosexuelles, cisgenres, plutôt de classe moyenne et supérieure, ont obtenu leurs droits, tous les autres ont continué de bosser pour obtenir les leurs, et aujourd'hui, leurs revendications sont enfin portées auprès du grand public et dans le discours politique. Et ça fait qu'on a l'impression qu'il y a un gap entre les années 60 et aujourd'hui, parce que ces discours-là, qui étaient donc des discours de minorité, n'étaient pas audibles. C'est-à-dire que comme les discours dans les grands médias sont portés par les personnes en situation de pouvoir et de privilège, les discours des minorités sont tus et ne sont pas entendus. Mais grâce à la libération de la parole, grâce notamment aux réseaux sociaux, les discours et aussi, bien entendu, grâce à l'immense travail qui a été fait par toutes les personnes concernées et tous les militants et militantes qui étaient dans ces organisations intersectionnelles du féminisme, aujourd'hui, ces discours-là sont portés de manière beaucoup plus audible et s'imposent dans le féminisme, celui que je défends, c'est-à-dire qu'il y a un féminisme totalement anticapitaliste, anti-impérialiste et bien entendu, j'ai perdu le dernier mot. Oui, pas hétéronormé, quoi. Queer, c'est ça. D'accord. Je vois justement, alors, je garde ça pour après, les questions des différentes formes de lutte et des différentes, comment dire, et un peu de la sociologie des luttes féministes, en fait, un peu. Tiens, bah, justement, là, tu parlais de révolution sexuelle qui, en fait, n'en est pas vraiment une. Tiens, moi, petite anecdote, parce que j'ai pensé là quand tu en parlais. Moi, une fois, j'étais au resto avec ma copine, ça commençait à remonter il y a 3 4 ans. Et puis en fait, il y avait une dame à côté de nous, d'un certain âge, 70 ans, je dirais, qui nous a parlé de mai 68. Enfin, qui nous a parlé, non, qui parlait très fort dans le resto et qui parlait apparemment à son copain, le proprio du bar, voilà, qui était son pote, voilà. Et elle dit ah bah je peux dire que mai 68, ah bah, on a bien profité pour baiser, hein. Bon, tu me diras, on n'a pas attendu ça non plus, hein. Et du coup, alors nous, évidemment, on a beaucoup rigolé parce que le fait que ce soit une femme assez âgée en plus, sur la Côte d'Azur, qui nous sorte ça comme ça, tu vois, voilà, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première fois que j'ai en fait, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'en fait, enfin, il y a aussi des luttes qui concernent l'émancipation des femmes et des minorités. Mais à l'époque, je pensais pas aux minorités, enfin, j'en étais pas conscient, quoi, du tout. Euh, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est important, je pense, ouais, de se rappeler que, mine de rien, les causes évoluent et et les acteurs et actrices évoluent également. Ouais, alors après, pour remettre un petit peu de nuance dans ce que tu dis, je vais pas. Les causes évoluent. Est-ce qu'on peut dire que les causes évoluent? Oui, les causes évoluent, mais c'est surtout que les causes ne sont pas entendues de la même manière. Et chaque fois qu'il y a Ouais, une victoire vis-à-vis d'une revendication politique, il faut passer à la suivante, en fait. Il faut jamais s'arrêter tant qu'on n'aura ouais, pas atteint l'égalité. Donc
J'ai juste, ça me gêne un petit peu de dire que les causes évoluent parce que la cause du féminisme que je défends, ça a toujours été l'égalité entre toutes les personnes. Donc, je suis pas sûre que ça ait vraiment évolué. Par contre, les personnes qui portent cette cause et la manière dont elles le portent et sur quel genre de travaux elles s'appuient et comment est-ce qu'elles en parlent, ça, bien entendu, ça évolue, c'est certain. Ok, ouais, je comprends, je vois, je vois. Bah justement, à ce sujet, j'ai l'impression, tu vois, encore une fois, on parle d'impression, hein, parce que bah, si je t'ai invité ce soir, c'est aussi parce que j'ai des questions et tu vas me permettre de mettre un peu de clair dans tout ça. J'ai l'impression que les luttes féministes actuelles, elles sont plus inclusives. On parle beaucoup des travailleuses du sexe, des minorités ethniques, des religions, etc. Et est-ce que c'était déjà le cas avant? Ou est-ce que ça c'est quelque chose, enfin c'est entre guillemets une des nouveautés, des nouvelles formes de féminisme actuel? Est-ce que c'était déjà le cas avant? Oui, on en parlait déjà avant, en tout cas, des groupes militants, queer, et militants et militantes, queer, non blancs et non blanches, des travailleuses, des travailleurs du sexe, tout ça, ces personnes-là existaient déjà avant. Ces personnes-là, ont toujours existé, ont toujours eu des revendications politiques, ont toujours, lutté, pour, que leur dignité soit respectée. Ça, c'est certain. Après, elles ont beaucoup été tues parce qu'on leur disait, oui, mais bon, c'est pas la priorité, oui, mais bon, vous n'êtes pas assez nombreux, oui, mais bon, de toute manière, vous n'avez pas le bon capital culturel, c'est-à-dire vous ne parlez pas de la bonne manière, vous ne demandez pas de la bonne manière, vous ne faites pas les choses comme il faut, et de toute manière, nous, on a nos propres revendications qui vont aussi vous concerner à la fin, et quand je dis nous, je parle pas pour moi, mais pour les femmes blanches, hétérosexuelles de classe moyenne et supérieure. Ouais. Donc, ces féminismes-là, donc il y a le féminisme, il y a les féministes, et ces féminismes plus spécifiés-là ont toujours existé, mais n'étaient pas audibles. Et aujourd'hui, comme je le disais, parce que la troisième vague les a surtout concernés, aujourd'hui, ces féministes-là sont audibles, sont prêts, ont des bases intellectuelles solides qui leur permettent de s'imposer dans le féminisme grand public, on va Ouais. dire. Et c'est une très bonne chose à mon avis, il y en a besoin, c'est même indispensable. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, en fait. La question, c'était est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que c'est une grande nouveauté? Non, c'est pas une grande nouveauté que ces sujets-là existent. Ok. Par contre, c'est plutôt récent que enfin on prenne la peine de s'y intéresser, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Et peut-être que, bah, on parlait au début des réseaux sociaux, peut-être que ça a joué aussi, effectivement, bah, puisque ça a permis de rendre plus audible la parole des concernés, eh ben, Mm. automatiquement, par ricochet, ça a permis de rendre plus audible la parole des concernés qu'on n'entendait pas du tout avant, ou très peu avant. Exact. Ouais, Euh, ouais, tout à fait. Tout après à fait. est-ce qu'on là, on n'est pas en train un peu d'idéaliser les réseaux sociaux? Si, si, bah, après, ça dépend, sur quoi est-ce que tu veux faire ta critique? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut critiquer sur les réseaux sociaux. Donc, bien entendu, à l'échelle globale, moi, je suis conséquentialiste, c'est-à-dire que je m'intéresse au résultat global. Et le résultat global des réseaux sociaux sur le féminisme, il est plutôt positif. Ouais. Après, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont à critiquer. Mais sur quoi est-ce qu'on va orienter notre critique? C'est ça, c'est ce que je te demande. Ouais, c'est une bonne question. Bah, à vrai dire, c'est ce que je me demande aussi. J'avais envie d'apporter un peu de nuance parce que c'est on a dit beaucoup de bien. Et comme l'a dit le God Gang tout à l'heure, c'est rare qu'on ait une personne positive, qui parle positivement des réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait effectivement des nuances à faire. Mais j'avoue, je ne sais pas encore à quel niveau. Euh, au- Peut-être. Bah, les nuances, il y a celles qu'on a évoquées déjà plus tôt dans le live, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lutte féministe se limite aux réseaux sociaux. Il ne faut pas que ça se limite à ça. Après, est-ce qu'il y a vraiment d'autres critiques à faire? Oui, il y en aurait d'autres. Moi, mais je suis pas adepte de cracher dans la soupe, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. C'est pas mon truc et j'ai pas envie de faire ça. Je pense que tout type de discours doit être entendu. Après, il faut y réfléchir, se demander si c'est légitime ou si c'est pas légitime. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, tous les discours doivent être portés et doivent être entendus. Tous les discours qui défendent la dignité et la décence des droits humains pour tous les humains et humaines. Les autres, non. Mais tous les discours qui défendent ces libertés-là, ils doivent être entendus. Il y a des limites, il y a des critiques à apporter.
mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il faudrait peut-être un live dédié à ça et franchement, c'est tellement casse-gueule, je ne voudrais pas y participer. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ben justement, il y a le Goldgang qui pose une question qui prend la suite de moi, mais en posant mieux. Vraie question Mmh. pour mal de tête, est-ce que le fait que les réseaux sociaux polarisent vachement les sujets de société aura réellement un effet positif d'un point de vue conséquentialiste? En fait, effectivement, la polarisation, je pense que c'est un peu à ça que je pensais parce que bah, le fait que tu vois, on se moque, tu sais, il y a une. J'ai pas envie de dire beaucoup parce que j'ai pas envie de leur donner de l'importance. Il y a une partie des mecs qui, tu sais, qui disaient les féministes 2.0, cheveux bleus, de Twitter, machin, machin. Tu sais, Ouais. on a une grosse polarisation, tu vois. C'est de plus en plus manichéen. Est-ce que c'est pas ça qu'on peut redouter? Est-ce qu'on va s'en méfier ou pas? Et si oui, comment on peut essayer de le limiter? Selon toi, toujours, évidemment. Ah, bien entendu qu'il faut se méfier des discours, bon, moi j'appelle ça des discours réactionnaires, c'est-à-dire, la réactance face, à, bah, ce dont on parlait avant, la victoire culturelle du féminisme. Moi, je pense que c'est une victoire, hein, c'est mon avis là, pour le coup. Ouais. Donc, il y a une réactance face à ça, qui, stigmatise, les militants et les militantes féministes, qui stigmatise les discours féministes et qui, nous font passer pour des cons et des connes, en plus, de menteuses qui veulent juste, attirer l'attention sur nous. Bon, bien sûr qu'il faut s'en méfier, bien sûr qu'il faut lutter contre ces discours. Est-ce que ça augmente une polarisation, de la société? Non, ça fait pas une polarisation de la société parce que les réseaux sociaux, c'est une minorité de personnes qui les utilisent pour, faire de la politique, en fait. Faut quand Ouais. même, bien se mettre ça dans le crâne. Enfin, les débats sur Twitter, les extrêmes qui se passent, sur YouTube et cetera, c'est pas, monsieur et madame tout le monde, c'est pas la majorité de la population. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui se passe, dans le grand game numérique. Donc, oui, il y a une polarisation des discours, mais ce n'est pas lié que aux réseaux sociaux. Ouais. C'est lié à tout un ensemble de choses qui se passent dans notre société, qui est accentué par les réseaux sociaux et vous savez, par notre bulle numérique, du fait qu'on a tendance, à être qu'entre personnes, qui pensent, tous et toutes la même chose. Oui, mais il y a aussi des gens, qui essaient de faire le pont. Il y a aussi des gens, qui essaient de ramener un petit peu de: «Allô, en fait, monsieur et madame tout le monde ne sont pas au courant qu'il y a ce genre de choses qui se passent et peut-être qu'on peut leur parler gentiment» et au contraire, peut-être qu'on peut un petit peu être plus vénère contre ceux qui sont tout à fait au courant de ce qui se passe, mais qui en ont rien à foutre et qui luttent contre nos droits, en fait. Enfin, je suis pas très claire. Je me rends bien compte que je suis pas très claire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Ouais. Et que quand bien même les réseaux sociaux jouent dans la polarisation de la société d'un point de vue politique, c'est pas du tout le seul facteur. Et je vous invite, aux personnes qui pensent que les réseaux sociaux, font ça, je vous invite à parler à des gens qui ne sont pas sur Twitter et ils auront pas le même avis, quoi. Ils Ah, auront mais pas c'est le même clair. avis. Malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, l'immense majorité de la population consomme des grands médias, c'est-à-dire les médias, papier et les médias, télévisuels et que ces médias-là, eux-mêmes, se polarisent de plus en plus et pas du bon côté. Et ça, c'est très, très problématique et moi, je serais beaucoup plus critique vis-à-vis, de ces médias-là que vis-à-vis des réseaux sociaux qui sont quand même un sacré outil d'émancipation, quand bien même les réseaux sociaux sont faits pour créer de la haine, pour créer de l'émotion, pour créer de la réaction, pour créer tout ça, parce que c'est là-dessus qu'ils font reposer leur business. Et du coup, ils participent à cet effet, mais c'est un effet global avec plein de parties prenantes dedans. Ouais, mais alors, en fait, si jamais ça peut te rassurer d'une quelconque façon, ta réponse était assez claire, ma foi. Euh, et, Merci. euh, et en fait, il y a. J'aime bien ce que tu dis. Ça permet un peu de relativiser, de calmer un peu le jeu. Et c'est aussi ce que disait Usul l'autre jour, comme quoi, ben oui, effectivement, enfin, les gamins de 18 ans ou 20 ans qui sont là sur Twitter et qui disent ah, les féministes, les néo-féministes aux cheveux bleus, machin, et ben ces mecs-là, ils vont se trouver une meuf, et puis ils vont se calmer, et ils vont voir qu'en Ouais, fait, le non, vrai par contre, monde. je me permets de te couper, mais moi, je suis pas d'accord avec ce discours-là du tout. Ah, Non, je suis pas d'accord avec ce discours-là du tout. Oui, effectivement, les mecs qui sont vénères maintenant, ils vont peut-être se calmer, mais pas forcément. S'ils sont, moi, je parle des gens qui sont pas du tout sur Twitter. Je parle pas des gens qui y sont et qui vont se calmer par la suite. Quand je dis monsieur et madame tout le monde, c'est les gens qui n'ont pas accès à Twitter. ouais.
Après pour les autres, moi je m'inquiète beaucoup de ceux qui sont sur, des réseaux déjà masculinistes ou, d'extrême droite et qui vont y rester et je m'inquiète pour eux et mon objectif, c'est un petit peu d'essayer de les rattraper avant que ce soit trop tard. Ouais, Mais, ouais. mais je ne les considère pas comme monsieur et madame tout le monde. Pour moi, ils sont déjà, sur une route qui est très dangereuse. Oui, 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 non, mais oui, là, je suis complètement d'accord avec toi. Un jour, on pourrait en parler d'ailleurs. Un jour, on pourrait en parler de Mmh. est-ce qu'il est possible de récupérer. euh, Allez, on va grossir un peu le trait. Les mecs qui écoutent Papacito tous les jours ou le Raptor tous les jours, est-ce que ces mecs-là, on peut les récupérer? Je dis Ouais. ces mecs, je me rends compte que c'est peut-être un abus de langage, mais en fait, pas tant que ça. Bah, Euh, il y en a qui sont récupérables, hein. Enfin, il y en a, qui en tombant sur des contenus enfin, en fait, bon là, du coup, on se met à parler de l'extrême droite et des masculinistes, mais en fait, c'est l'extrême droite et les masculinistes ont des discours qui sont incohérents et qui sont confus. Et quand une personne lambda est face à un discours incohérent et confus, soit ça la rassure dans ses propres croyances et du coup elle va y adhérer sans esprit critique, soit elle va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche mais ne va pas réussir à mettre des mots dessus. Et du coup, elle va peut-être essayer d'aller voir ceux qui disent le contraire ou qui sont en contradiction. Et là, peut-être qu'elle va trouver les outils ou le discours qui lui permet de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça. Et dans ce cas-là, elle sera rattrapable. Et moi, j'ai reçu des témoignages de mecs qui, justement, ont fait ce process-là, ont fait ce chemin-là. Au ok. début, ils étaient vraiment dans des discours masculins. Puis, il y a un truc qui clochait. Ils ont trouvé un discours, un contenu contradictoire. Et là, ils se sont dit, ah bah ouais, ça marche quand même vachement plus. C'est vachement plus cohérent. Donc oui, ils sont rattrapables et on pourrait en parler des heures. Je pense pas que ce soit le sujet Ouais, ouais, ici, mais clairement. ils sont rattrapables. Après, tout dépend à quel degré ils sont engagés. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est récupérable. J'ai sauvé un collègue grâce au bouseux. Bah, le bouseux, justement, a été souvent cité dans les témoignages que j'ai reçus. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Ça. Effectivement, on fera un live dédié à ce sujet. On va revenir au nôtre, au sujet du soir. Mm. Euh, on a parlé du passé. Voilà, ok, vas-y, je vais parler comme une disserte de philo. Après avoir observé le passé et une partie de l'époque actuelle, venons-en un peu au futur. Toi, comment tu le vois? Là, qu'est-ce que tu penses des droits des femmes actuellement en France? Est-ce que tu as l'impression... Moi, je sais, moi j'ai une collègue de thèse quand j'étais en thèse qui bossait là-dessus, sur les applications politiques de MeToo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, depuis MeToo en Mm. France. Qu'est-ce que ça a généré comme effet politique? Donc, elle est en deuxième ou troisième thèse, elle n'a pas encore fini. Mais tu vois, en tout cas, il y a des travaux qui commencent à émerger là-dessus, des recherches qui se font là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu penses du droit des femmes et au-delà de la bataille culturelle qu'on a, selon toi, gagnée, ben ouais, mais on a quand même Darmanin qui est ministre, on a Blanquer qui dit que, et Macron qui dit qu'il faut arrêter de mettre des crop tops parce que c'est indécent et que vraiment, là, les meufs, enfin, il faut se calmer parce que clairement, c'est scandaleux. Bon, qu'est-ce que tu penses des droits des femmes et selon toi, est-ce que ça va dans le bon sens? Au-delà de la phrase, au-delà de ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, je suis très inquiète pour les droits des femmes et je me remets dans un contexte sociologique où j'inclus les minorités de genre. Ouais? Je suis très inquiète parce que le backlash est très violent. Ça s'est vu aux États-Unis, notamment, ça se voit encore. L'accès à l'avortement est de plus en plus compliqué aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis. En Italie, ça devient pratiquement impossible pour les femmes d'accéder à l'avortement. Et en France, c'est également de plus en plus compliqué. Même si c'est relativement bien protégé, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a des centres du planning familial qui ferment, parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui sont disponibles dans certaines régions de France, parce qu'il y a des médecins qui disent qu'ils refusent de faire ça parce que c'est pas dans leur éthique, etc. etc. Donc c'est quand même, ne serait-ce que ce sujet, mais qui est central pour l'émancipation de toutes les personnes qui ont un utérus, ce sujet-là m'inquiète beaucoup. Et puis d'ailleurs, même en Europe, hein, bah, j'ai cité l'Italie, mais il y a également la Pologne, il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui Ouais. sont en train de vraiment voilà, de fermer l'accès à l'avortement et c'est hyper inquiétant, même pour les femmes qui sont en danger de mort en cas de grossesse problématique ou qui ont été victimes de viol. Donc ça, vraiment, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ensuite, pour les droits LGBT, pour le moment, en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mieux qui se passe, ne serait-ce que,
enfin, du mieux, mais c'est pas assez. Enfin, cette année, le droit à la PMA a été refusé aux femmes lesbiennes. Enfin, c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi la différence en fait fondamentale entre une femme lesbienne et une femme célibataire? Enfin, c'est vraiment des choses où je suis en mode, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça, vraiment ce refus catégorique de donner les mêmes droits aux personnes LGBT Ouais. qu'aux personnes qui sont hétérosexuelles. Pour moi, c'est de l'ordre du délire, en fait. Hein. Je suis navrée d'employer ce terme, mais c'est vraiment ça que ça m'inspire. Et donc, quand tu me demandes où en sont les droits des femmes aujourd'hui en France, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est mais de quelle femme parle-t-on? Enfin, est-ce qu'on parle des femmes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, de classe moyenne et supérieure? Ou est-ce qu'on parle des femmes précaires? Est-ce qu'on parle des TDS? Est-ce qu'on parle des femmes lesbiennes? Est-ce qu'on parle des personnes non binaires ou des hommes Ouais. trans? De qui parle-t-on en fait? Parce que la situation n'est pas du tout la même selon les personnes dont on parle. Et pour ce qui est de la quatrième vague féministe, c'est aussi un grand combat aujourd'hui qu'il faut ramener dans le féminisme aujourd'hui, c'est faut arrêter de parler que pour un certain type de femmes, et il faut commencer à réclamer des choses pour tout le monde. Et moi, ça, c'est un truc qui me tient énormément à cœur parce que je suis concernée. Il se trouve que je suis lesbienne et je suis quand même atterrée de voir que les lesbiennes subissent encore une lesbophobie atroce et que on n'a pas les mêmes droits que les autres. Pourquoi? Mais juste donnez-moi une bonne raison. Voilà, c'est ça. Donc les droits des femmes sont en danger, de toute manière ils le seront toujours, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les minorités, sont en danger aujourd'hui à cause de ce backlash, mais aussi à cause du fait que les discours fascisants qui sont portés dans notre société aujourd'hui, jusque dans les grands médias, ont tendance à vouloir exercer un contrôle sur les femmes toujours plus fort, donc à porter un message qui est plutôt rétrograde en termes de droits des femmes et qui est carrément discriminant envers toutes celles et ceux qui ne sont pas des femmes blanches hétérosexuelles. Ouais, et d'ailleurs, moi, je tiens à souligner que je- si je suis maladroit, si je suis maladroit dans mes propos, si je suis pas très inclusif, si je suis pas très inclusif ou autre, c'est plus de la maladresse que du mauvais esprit. Oui, oui, non, mais Voilà, je tiens à le t'inquiète. dire auprès de toi, auprès des gens qui sont là aussi. Mm. Voilà, qui se disent, voilà. Moi, enfin, j'ai aucun souci avec ça. Je suis, si vous voulez, en phase à la fois d'apprentissage et de déconstruction. Donc tout ça fait que vous savez, quand on marche, eh ben, il se peut que des fois, j'arrive pas à finir la métaphore, mais en gros, qu'on marche sur un caillou, bon, vous avez compris, quoi. Voilà, voilà. J'arrive pas à T'inquiète, faire la il faut métaphore, vous passer avez par compris là, l'idée. hein. Tiens, il y a une Il faut question qui me passer par là. vient, justement. Euh, Celle-là, on l'avait pas prévue. Donc, tu me dis si elle est peut-être un peu trop technique ou je ne sais quoi. Est-ce que tu penses que, moi, en tout cas, c'est une réflexion que je commence à me faire de plus en plus. Est-ce que tu penses que la religion va être un frein encore à l'émancipation des femmes et des minorités? J'ai l'impression que c'est ça. En vrai, j'ai l'impression que c'est un peu le refuge. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le refuge. C'est-à-dire qu'on j'ai un peu l'impression que c'est derrière ça les décideurs vont se cacher pour, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette espèce Ouais, ouais, de ouais. voile, en Alors, fait. euh, De voile. quand tu dis les décideurs, tu parles par exemple, en France, on va se cacher derrière la laïcité pour empêcher certaines femmes d'obtenir des droits, c'est Par ce que tu veux exemple, dire? ouais, c'est ça, Ouais. par exemple, ouais. Ouais. Ok, bah bien entendu, oui, et ça c'est ultra problématique. Après, pour la religion, franchement, c'est compliqué pour moi parce que la religion, il se trouve que c'est un sujet compliqué parce qu'une religion peut être à la fois émancipatrice comme elle peut être dogmatique et emprisonnante. Tout dépend de la manière dont elle est apportée, pour quelles raisons, etc. Et des gens et tout ça. C'est franchement, enfin, qu'est-ce que j'en sais moi? Je n'y connais rien. Je pense que tout un chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il et elle veut, de la manière dont il et elle veut, à partir du moment où ça ne lui est pas imposé et que ça ne nuit pas à ses droits.
Ça, c'est mon opinion et j'irai pas l'imposer à qui que ce soit. Il faut encore que j'en discute énormément avec beaucoup de monde avant de m'arrêter sur la question. Ouais. Après, est-ce que la religion peut être instrumentalisée, comme le dit Doréandmi dans le chat? Tout à fait, mais très très bien. Bien sûr que la religion peut être instrumentalisée pour renforcer un contrôle des femmes, pour les mettre en concurrence ou pour délégitimer les luttes féministes sur une histoire. Sur des histoires. Bah, là, on est en train de parler du problème du foulard. Je dis le foulard, Voile. d'autres personnes diront le voile. Bien entendu que ce sujet-là est complètement instrumentalisé pour décrédibiliser les luttes féministes et en plus de ça, pour stigmatiser les femmes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui en France. Ouais. Et ça, c'est ultra problématique et ça me cause énormément de problèmes. Après, je ne suis pas concernée, j'ai pas d'avis à avoir sur la question. Il Ouais. y a des femmes, qui sont musulmanes et féministes, elles sont nombreuses, elles prennent la parole et il faut leur donner la parole beaucoup plus souvent parce qu'elles sont, à mon avis, pas assez entendues. Ouais. Et elles-mêmes, elles ont des discours qui sont fascinants, où elles nous expliquent très très bien que religion et féminisme, ça peut très bien s'associer, parce qu'il se trouve que la religion n'est pas forcément un dogme, et c'est pas forcément des lois auxquelles on obéit sans réfléchir en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça, quand on prend le temps de se poser la question de pourquoi on croit en certaines choses. Voilà. D'accord. Ouais. Bah, tu vois, il y a Dorémy qui dit assez justement, hein, que malheureusement, il n'y a pas besoin de la religion pour créer une concurrence ou une rivalité entre les femmes, que Ouais, ouais, tout à fait, là-dessus, ouais, ouais. ça sera plus une espèce d'argument de plus qui va être utilisé pour construire une rivalité, mais effectivement, ou une forme d'oppression. Mais effectivement, j'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment besoin non plus, quoi. Non, il y en a pas besoin, c'est ça, c'est exactement un argument de plus. La rivalité et la concurrence entre les femmes, de toute manière, c'est quelque chose qui est parfaitement instrumentalisé encore aujourd'hui et que les femmes ont très bien intériorisé et qu'elles pensent que être la meilleure des femmes, c'est une qualité de distinction. Moi, je trouve pas du tout que ce soit une qualité de distinction de se dire je suis la meilleure des filles du groupe. Bah non, en fait, et c'est juste d'être la meilleure. Je vois pas pourquoi être la meilleure des filles, ça vaut plus que être la meilleure ou la troisième des mecs, enfin des os, Ouais. pas des os en fait. Donc oui, la concurrence entre les femmes, elle est de toute manière, elle est complètement exploitée par notre système, par les politiques, par, ouais, je vais être un petit peu vulgaire, mais par tous les connards antiféministes qui existent, ça fait aucun doute. Et surtout, ce qui me pose moi plus problème, c'est qu'elle est complètement intériorisée par les femmes et c'est très dur, très très dur de s'en détacher. Et Ça, c'est d'ailleurs, un problème. c'est marrant parce que tu as dit par tous les connards antiféministes, mais ce que je trouve vraiment surprenant, c'est qu'on peut aussi dire qu'il y a, enfin, on peut aussi parler, pour reprendre bah, les termes employés, de connasses antiféministes en fait. Oui. Ah, comment? Enfin, tu vois, moi c'est un truc, je suis peut-être naïf, hein, tu vois, mais c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à expliquer en fait. Ah bah, c'est une question que je me pose en ce moment et mes recherches actuelles vont s'orienter sur cette question-là. C'est les femmes de droite. Parce qu'une femme de droite, selon moi, c'est mon opinion, sera difficilement féministe. Ouais, bah Je, ouais, bien sûr. voilà, parce que c'est quand même compliqué. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, Disons parce qu'en qu'elle fait, défendra un... Oui, vas-y. ah pardon, parce qu'en fait, effectivement, être de droite égale être conservateur, conservatrice, et donc vouloir protéger ou conserver un système politique et social tel qu'il est actuellement. Sauf que tel Mhm. qu'il est actuellement, il est pas très, disons qu'il n'est pas très égalitaire quoi, envers les genres. Donc, vouloir conserver ce système-là, bah, c'est un peu contradictoire avec le fait de se dire Bah, féministe. en fait, ça rejoint la question que tu me posais sur où est-ce qu'en sont les droits des femmes aujourd'hui. C'est la première chose que je t'ai dit, c'est de quelles femmes parle-t-on? Parce que quand on voit les femmes qui sont antiféministes aujourd'hui, moi j'étudie justement les femmes d'extrême droite, j'étudie, je sais pas si on peut dire ça, j'étudie, mais je consomme leur contenu pour essayer de les comprendre et de les analyser. Et en fait, ce sont justement les femmes qui n'ont plus rien à gagner des nouvelles revendications du féminisme. Ce sont Ouais. des femmes qui sont bien insérées, ce sont des femmes qui sont plutôt de la petite bourgeoisie ou d'autres diront des classes moyennes et supérieures. Ce sont des femmes qui sont hétérosexuelles et qui sont blanches. Et ces femmes-là sont antiféministes parce que, entre autres choses,
attention, là, je parle que de ce que je connais, mais il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre sur la question. Ces femmes, sont, entre autres choses, bénéficiaires, de, la concurrence féminine. C'est-à-dire qu'en se rangeant du côté du patriarcat, c'est-à-dire en prenant la défense des mecs sexistes, elles s'attirent, la bienveillance et la reconnaissance de ces mecs-là qui sont sexistes. Ouais. C'est-à-dire, c'est une traîtrise, en fait. C'est vraiment, je sais pas si on peut parler de traîtrise. Alors, on m'a dit un mot récemment, d'ailleurs, c'est Alex qui m'a parlé, c'est des complices. C'est-à-dire Ok. qu'elles sont complices et le fait d'être complices du patriarcat, ça leur apporte certains privilèges. Le fait, vous voyez, typiquement, on va prendre des exemples simples. La collaboration. Les gens qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des choses à gagner de cette collaboration. Une protection, de l'argent, le fait de pouvoir voilà, tirer un capital social, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à des postes haut placés, etc. Ces gens ont collaboré parce que ça leur apportait un avantage. Ouais. Bah, avec l'antiféminisme, c'est pareil. Les femmes qui sont antiféministes, elles le sont parce que ça leur apporte des choses. Et du coup, ces femmes-là sont dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, des femmes qui n'ont rien à gagner de nouvelles avancées féministes. Ouais. Ce sont des femmes conservatrices qui bénéficient de la protection des hommes sexistes. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Dans l'antiféminisme, il y a aussi quelque chose dont on parle moins. C'est le fait que certaines revendications féministes ne parlent pas aux femmes de classe prolétaire. C'est-à-dire que le féminisme, ça peut être une nouvelle injonction qui appuie sur le dos des femmes prolétaires, et celles-ci ayant déjà tellement d'injonctions D'accord, ouais. qui leur tombent dessus que pour elles, c'est trop compliqué d'en accepter une surcouche par-dessus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont complices. Ça veut juste dire qu'elles ne se reconnaissent pas dans le discours féministe qui ne s'adresse pas à elles. Et Ouais, c'est ouais, pour ouais. ça que pour moi, la lutte pour les femmes dans la plus grande précarité, donc pour les TDS, pour les femmes transgenres, pour les personnes non blanches et précaires, la lutte pour ces personnes-là dans le féminisme est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, mais aujourd'hui encore, le féminisme ne s'adresse pas suffisamment à elles, et par conséquent, elles n'arrivent pas assez... Enfin, c'est pas qu'elles n'arrivent pas assez bien, c'est qu'elles ne peuvent pas s'approprier le féminisme parce que le féminisme n'est pas fait pour elles aujourd'hui. Oui, oui, ouais. Voilà, c'est ça. Mais attention, encore une fois, je précise bien que ces femmes-là ne sont pas complices du patriarcat, comme le seraient les femmes plutôt bourgeoises, qui, elles, vont jusqu'à créer des contenus antiféministes, à faire la promotion de sites anti-avortement, à avoir des discours sexistes et misogynes en toute décomplexion et en disant c'est pour notre bien. Enfin voilà, celles-ci sont complètement complices et avec elles, c'est pas de quartier pour moi en tout cas. C'est pas mes alliés et la sororité, elle a des limites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas adhérer complètement. Il est intéressant ce point que tu soulèves avec notamment les femmes prolétaires, effectivement. Euh, ça veut pas dire que ce sont des Elisabeth Lévy en puissance, mais ça veut dire qu'en fait, il y a ce discours, enfin cette idée de dire, bah ouais, enfin, désolé, je comprends vos luttes, mais moi j'ai jamais souci quoi. Il faut que je paye mon loyer. Ah ouais. Je suis femme de ménage et c'est super dur pour moi. Je suis un peu épuisé physiquement et tout, et moralement, je suis un peu essoré, je suis un peu à bout. Je comprends ce que vous dites, mais Mm. voilà, c'est pas mon dossier quoi. Ouais, 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 tout à fait. C'est vrai qu'une personne, mais ça vaut pas que pour le féminisme, hein, ça vaut toutes sortes de luttes, hein. Une personne qui a déjà une pression énorme qui s'abat sur son dos parce que elle est dans une situation vraiment très difficile socialement, cette personne-là, on ne peut pas exiger d'elle qu'en plus elle Ouais, devienne militant ou militante. oui, c'est ça, c'est C'est juste ça. pas possible en fait. C'est vraiment pas quelque chose de raisonnable à lui demander. Par contre, je lis Dorian Anne qui dit que peut-être, donc je vais dire, les femmes de droite, donc les complices du patriarcat, sont complices et victimes à la fois. Oui, elles sont complices et victimes à la fois, seulement selon elles, le rapport coût-gain Ouais. d'être complice, va plutôt du côté du gain, en fait. Donc c'est pour ça qu'elles vont plutôt vers le gain. Mais d'ailleurs, il y a une série qui est géniale pour les personnes qui aiment apprendre via la culture populaire. Oh là là, c'est cette série, si vous arrivez à retrouver le nom dans le chat, c'est la série qui raconte l'histoire du mouvement féministe pour The Equal Act aux États-Unis.
On suit l'histoire de militants et militantes féministes et aussi l'histoire de militantes antiféministes pour qu'il y ait un amendement qui soit passé dans la Constitution des États-Unis pour que les femmes et les hommes soient reconnus comme égaux en droit. Et du coup, on suit l'histoire de ces journalistes et ces militants et ces militantes. Et donc, il y a la militante antiféministe, on le voit dans la série, on le voit, il y a souvent des moments où elle se prend des remarques sexistes, où son travail est volé, où elle est considérée comme une jolie plante et on ne l'écoute pas alors qu'elle a des choses très intéressantes Ouais. à dire. On le voit en fait. On voit aussi des moments où son mari ne la soutient pas publiquement et où elle passe pour une conne. Tout ça, ce sont des moments où on voit en fait qu'elle... Mrs. America, merci à vous, c'est Mrs. America. Merci les gens Trop fort, qui ont bravo. Trop retrouvé. fort et trop forte, Et bravo. voilà. Donc on le voit en fait que les complices du système patriarcal sont également victimes. Néanmoins, être complice leur apporte suffisamment pour que ce qu'elles subissent ne rentre pas en ligne de compte. D'accord, ouais, ouais. Oui, effectivement. Bah, c'est-à-dire complice et victime à la fois. Oui, mais comme tu dis, victime, bah, pas selon elle. Et Mm, malgré tout, bah, le fait d'être complice leur apporte un certain confort qui fait que exactement. elles sont moins victimes. On peut pas dire qu'Elisabeth Lévy soit autant victime du patriarcat qu'une travailleuse du sexe. Voilà, C'est voilà. ça, c'est exactement ça. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Bon, allez, j'ai voulu faire une blague avec Elisabeth Lévy, mais j'ai un peu gardé. Je me suis un peu auto-censuré, maintenant elle est passée. Donc, elle était pas si bien que ça. Bon, alors, on approche de la fin. Vu qu'il y a des gens qui sont arrivés, tiens, il y a eu quelques follow en plus. Ben, merci, ben, bienvenue sur la chaîne. Ici, on fait de la vulgarisation de questions sociales et ou politiques, parfois les deux, comme ce soir. Euh, Jacotte, pourquoi le féminisme revient-il maintenant? Tu vois, ça fait un peu question large, c'est un peu le titre, c'est un peu ce qu'on a traité au début. Ouais, En guise c'est de ça. conclusion, en fait, est-ce que tu mettrais en avant le côté social? Qu'est-ce que tu, selon toi, quelle est la dimension qui prend le plus le pas dans cette nouvelle vague féministe? Alors, dans cette nouvelle vague, c'est clairement tout ce qui est de l'ordre de l'intime et du privé qui est arrivé dans la sphère publique. C'est-à-dire que sur les vagues précédentes, on s'est battu pour avoir le droit de vote, puis pour avoir une autonomie financière, puis pour avoir une liberté sexuelle. Je mets des grosses guillemets parce que je suis pas d'accord avec le fait qu'on l'ait obtenue, mais pour avoir accès à l'avortement et à la contraception. Aujourd'hui, on se bat contre des violences qu'on vit dans l'intime. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de la nouvelle vague féministe. C'est les violences, et pas que dans l'intime en plus, hein, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, tout ça, c'est aussi dans l'espace public et c'est aussi sur l'espace professionnel. Et aujourd'hui, c'est ça qui est au cœur de la nouvelle vague féministe et c'est ce qui est au cœur des grands scandales qui ont lancé, si on peut dire, qui ont qui ont porté au début la nouvelle vague féministe. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est au cœur du truc. Néanmoins, pour moi, il faut vraiment pas que notre combat s'arrête à ça. Pour Oui, moi, ce qui est important, je le répète parce que je l'ai déjà dit, c'est de lutter pour que toutes les femmes, et encore une fois, je parle de sociologie, donc j'inclus les personnes non binaires et les hommes trans dans mon discours, aient les mêmes droits que les autres personnes. Et j'inclus également les personnes non blanches et surtout, toutes les personnes, les femmes précaires. C'est hyper important pour moi de se battre pour que ces personnes-là aient la même autonomie financière que les autres et les mêmes droits que les autres, parce que rappelons quand même que les femmes précaires, quand elles sont victimes de violences, c'est quand même vachement plus compliqué pour elles de quitter leur conjoint violent que pour une femme qui aurait un tissu social qui pourrait l'aider financièrement ou peu importe. Donc vraiment, ça pour moi, c'est hyper important. C'est d'aller sur les combats intersectionnels, de faire entendre la voix de celles et ceux qui n'en ont jamais eu jusqu'ici. tiens, bah tiens, tu utilises le mot, et c'est vrai que j'avais pas pensé à le demander dans mes questions quand on a préparé le stream. Mm. Alors que justement, mais tiens, on est sur une chaîne de vulga justement. Est-ce que là, comme ça, tu te sentirais, tu as le droit de ne pas te sentir parce qu'il est quand même 22h40, de nous dire en deux mots ce qu'est le féminisme intersectionnel. C'est un mot que je vois revenir et que j'ai du mal à comprendre, et j'aimerais le comprendre. Et vu que c'est ma chaîne et qu'on est là pour ça, et ben est-ce que tu peux nous éclaircir à ce sujet?
Alors vraiment, je suis pas spécialiste et Ouais, je vais faire des grosses généralités et j'aimerais pas que les personnes qui nous écoutent prennent pour argent comptant ma définition. Donc gardez bien ça à l'esprit. ouais, Mmh, moi je dis pas que je suis pour un féminisme intersectionnel parce que je trouve que ce terme est un peu casse-gueule. Je préfère dire que je suis pour un féministe anticapitaliste et anti-impérialiste et queer. Donc comme ça rejoint toutes les luttes intersectionnelles que je connais, que je porte et que je défends. ok, Anticapitaliste, ça veut dire que j'inclus les femmes exploitées pour leur force de travail. Anti-impérialiste, ça veut dire que j'inclus toutes les femmes non blanches. Et queer, ça veut dire que j'inclus toutes les minorités de genre et sexuelles. Et le féminisme que je porte regroupe toutes ces luttes-là pour faire une cause commune, on va dire. Je ne sais même pas si on peut dire ça. Non, c'est plein de causes qui, quand elles sont portées de front, doivent bien avoir un mot pour les ouais, identifier. Et il y a certaines personnes qui parlent de féminisme intersectionnel. Mais là, moi, j'ai parlé d'anticapitalisme. Et l'anticapitalisme, ça inclut également l'antivalidisme, le fait d'inclure les personnes en situation de handicap dans notre combat. Ça inclut les personnes malades, ça inclut tout ça. L'anticapitalisme, ça inclut vraiment beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'anticapitalisme. Et l'intersectionnalité, donc c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre différents combats, ouais, l'antiracisme et le féminisme, et on va se dire, ok, mais je suis une femme noire et voilà, je suis une femme et je suis noire. Donc ouais, moi, en fait, non seulement je vais subir du sexisme, mais en plus, je vais subir du racisme. Et le sexisme que je vais subir ne sera pas le même que celui qu'une femme blanche va subir, et le racisme que je vais subir ne sera pas le même que ce qu'un homme non blanc va subir. Donc, je suis à l'intersection de deux discriminations d'accord, et ça fait que j'ai besoin de lutter d'une autre manière que les autres et j'ai besoin que mon expérience et mon vécu soient entendus pour que mes problématiques soient prises au sérieux et qu'on comprenne que non, le féminisme actuel, donc celui qui est porté par les libéraux que je ne cautionne pas du tout, c'est-à-dire Marlène Schiappa et compagnie, ce féminisme-là ne convient absolument pas à une femme précaire, à une femme lesbienne ou à une femme non blanche, parce que leurs voix à elles ne sont pas pris en compte dans la défense du droit des femmes. Oui, des femmes, mais pas celles-là apparemment. Voilà. d'accord. Et l'intersectionnalité, c'est de dire on va faire un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'on va porter un discours qui va prendre en compte les spécificités de chaque personne subissant, qui sont à la croisée de plusieurs discriminations. D'accord. Eh ben écoute, tu vois, c'est une super réponse. Tu sais, la vulgarisation, je connais un peu ce sujet-là, et j'ai envie de dire, la vulgarisation, c'est ça, hein. C'est à défaut d'être précise et parfaitement spécialisée et d'avoir les mots ultra justes, et ben tu mets en appétit les gens qui tu t'adresses et tu donnes un début de réponse qui donne envie et qui permet de comprendre la base, d'avoir un socle pour chercher plus loin. Donc je te remercie. Et on a Clint qui a aussi envoyé une ressource plus haut dans le chat. Donc n'hésitez pas à remonter et qui en plus vous met le lien vers un livre pour l'intersectionnalité, Super. écrit par deux femmes, tu fais bien de le préciser, c'est important aussi. Voilà, merci. Jacotte, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, je vais répondre à la question de Dorian Me qui dit, en fait, faire du féminisme, c'est faire du féminisme différencié comme la pédagogie différenciée, jargon de prof. Non, c'est pas faire du féminisme différencié, parce que si on sépare les luttes, on n'arrive pas à faire front commun. Donc, c'est accepter le fait qu'il va y avoir des gens qui vont mener leur lutte différemment, avec des revendications différentes, et de réussir à porter toutes ces revendications de front. Donc, bien évidemment qu'il va y avoir des queers qui vont être spécialisés dans le féminisme queer, des personnes non blanches qui vont être spécialisées dans l'afroféminisme, c'est obligé, parce qu'elles vivent les oppressions au quotidien, donc bien entendu qu'elles sont spécialistes sur ces questions-là, mais il faut qu'on fasse front commun pour arriver à porter ces sujets ensemble. Et pour que moi, dans mon discours de femme blanche lesbienne, je n'oublie pas
qu'il existe des femmes lesbiennes qui ne sont pas blanches, ou des femmes lesbiennes qui sont très précaires, ou des femmes lesbiennes qui sont non valides. Il ne faut pas que j'oublie ça, et il faut que mon discours à moi prenne en compte toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que je dois limiter mon discours à mon expérience de vie. Ça veut juste dire que je dois réussir à avoir une pensée globale sur le vécu de toutes les personnes, Ouais. que je m'éduque sur ces questions-là, pour ne pas avoir un discours discriminant envers elles dans le but de m'émanciper moi-même. Voilà. Voilà. Voilà, Alors, je pense que c'est une bonne conclusion. ouais, très bonne conclusion, effectivement. Je pense qu'on est globalement d'accord pour dire qu'il y a eu, en tout cas, Dorémy est satisfaite par ta réponse, en tout cas, elle l'a comprise. C'est le principal. On est là pour ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que globalement, on a effectivement, enfin, on est d'accord pour dire que, non, en tout cas, moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi-même sur le fait que j'ai compris qu'on n'est pas, c'est pas uniquement une impression, et il y a bel et bien, on parle bel et bien, il y a un consensus autour du fait qu'on est sur une quatrième vague féministe. On a parlé de ses origines, de ses enjeux, de ses formes actuelles. Je pense que c'était intéressant pour tout le monde. Donc merci Jacotte d'être venu. Jacob, du coup, Pas de souci. je rappelle évidemment que tu es streameuse. En plus, j'ai oublié de mettre ton Twitter, mais tu es aussi sur Twitter, évidemment. Tac, alors je vous le mets sur Twitter. Voilà, je vous le mets dans le chat. Hop. Je vais répondre à Clint qui dit que Oui. quand Lutte ouvrière préfère ne pas intégrer l'intersectionnalité à leur lutte et parler de la lutte ouvrière comme une entité unifiée, c'est problématique. Oui, pour moi, c'est problématique. Après, il pourrait y avoir une lutte ouvrière qui rassemble toutes les luttes de tous les ouvriers et ouvrières. Ouais. Mais ce n'est pas enfin, c'est très marxiste. Et en fait, le marxisme, c'est hyper intéressant, mais il s'en est passé du temps, en fait, depuis Marx. On en a appris des choses, hein, on a étudié des trucs qui se sont passés. Et il y a une classe ouvrière, mais cette classe ouvrière ne doit pas être essentialisée et vue comme quelque chose d'homogène où tout le monde aurait le même vécu et subirait exactement le même type d'oppression, parce que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, je pense que ça répond. Et avant de finir, tu Ouais. m'avais demandé si j'avais des ressources à partager. Oui, complètement, Et Oui, il se oui, trouve oui, tout à fait. que j'en ai beaucoup. Donc, je vais me permettre de dire. Alors, déjà, j'aimerais partager 3 podcasts et on en a déjà parlé. C'est Ouais. moi, ceux que j'aime, c'est Gouinement lundi, c'est Jeans et c'est Mansplaining. Ensuite, les livres. Donc, alors, Mansplaining, c'est un podcast où un homme, cisgenre, hétérosexuel et blanc, analyse la masculinité via la pop culture, donc via la plupart du temps des grands films. C'est des podcasts qui durent 15 minutes et il analyse comment les hommes sont représentés, quel genre de comportement sexiste on peut observer dans ces films, etc., etc., et comment faire pour lutter contre. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il donne des conseils pour ne pas être dans les problématiques observées lors de son podcast. Ensuite, Gouinement lundi, c'est, comme son nom l'indique, un podcast hebdomadaire fait par des lesbiennes qui analysent divers sujets liés au sexisme et à la LGBT-phobie. Et Jeans, c'est un podcast qui analyse les genres et les sexualités en France, vécues par des personnes d'origine... je sais plus comment il dit, je voudrais pas dire des personnes non blanches en fait, ou musulmanes. Et c'est vraiment hyper intéressant, ça permet vraiment d'ouvrir, quand on est blanc, ça permet vraiment d'ouvrir son champ de compréhension au-delà de ce dont on a l'habitude et j'encourage tout le monde à écouter ça. Ensuite, dans les livres, il y a bien entendu le fameux King Kong Theory par Virginie Despentes. Franchement, il faut le lire en fait, c'est un classique et il est incroyable, il est tout petit et il se lit très très vite. Ensuite, il y a Vers la plus queer des insurrections. Hop. King Comme Kong son nom Theory, c'est un l'indique. roman, hein. C'est ça. Pardon? King Kong Theory, c'est un roman. Non, c'est pas un roman, c'est un Ah, essai. ok. C'est un essai. Mansplaining, non, pas besoin de l'écouter dans l'ordre. Et ensuite, je voulais parler de Le pouvoir, ou Power en anglais. Du coup, je vous ai mis, c'est un livre de science-fiction. Comme ça, vous pouvez comprendre le féminisme par la science-fiction et c'est hyper cool Trop bien. de l'apprendre. Et puis sinon, bien sûr, il y a les livres de Mona Chollet. Je vous laisse les choisir parce qu'ils sont tous super cool. Et enfin, sur YouTube et Twitch, je vous mets des chaînes que j'aime bien et qu'il faut suivre. Alors, il y a Jolene qui fait du contenu
intersectionnelle, transféministe et afroféministe. Et il y a également Marinette qui fait une revue de presse hebdomadaire féministe. Et bien entendu, il y a sur YouTube ContraPoint, donc c'est en anglais sous-titré français, mais en français vous avez XY Media, vous avez aussi la chaîne de Tipeee, de Game of Earth que j'adore, mais alors pour le coup c'est vraiment de la théorie universitaire. Et sinon vous avez Naya Ali que j'aime beaucoup. Voilà. J'avais dit que je ferais du name dropping, il faut que je fasse la Voilà. Non, promotion, mais s'il écoute, vous moi, je plaît. m'en veux terriblement d'avoir oublié de te demander des ressources, mais je suis très content que tu y aies pensé, du coup, que tu aies relancé la machine. Parce qu'effectivement, là, il y a plein de ressources dans lesquelles on peut puiser, selon, Mm, en plus de différents, au-delà du format, il y a aussi différents tons. Et exact. il y a des essais, il y a du pratique, il y a de l'universitaire. Donc, non, c'est Oui, il y chouette, a tout c'est ce qu'il chouette. faut. Euh, Voilà. oui, vas-y. Non, non, il suffit de piocher dans ce qui vous intéresse le plus, en fait. J'ai essayé de parcourir tous les supports. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Jacob, d'être venu. Bah, pas de quoi, c'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité. Ah bah, avec grand plaisir. Moi, tu vois, bah, j'ai appris. En fait, moi, j'ai appris plein de trucs. Et très sincèrement, quand j'apprends les trucs, et ben, je kiffe et je suis content, en fait. Voilà. Bah, Voilà. super. Ça Donc, fait bah, plaisir. j'espère que vous aussi, dans le chat, ça vous a plu. Je n'en doute pas une seconde, évidemment. Jacob, toi, tu streams dimanche, hein, c'est ça, hein? Je stream dimanche et je serai en compagnie de Alex du Boozoo Magazine. On va faire un petit débrief sur notre collaboration. Ok, super, très bien. À quelle heure, tu sais déjà ou pas? À 20h, dimanche à 20h. Dimanche 20h, on est tous, toutes et tous chez Jacob, évidemment. Moi, J'espère. normalement, c'est jeudi 14h, normalement. Revue de l'actu positive, parce que des fois, il y en a besoin. Donc, C'est cool de faire ça, c'est chouette. bah ouais, je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça fait du bien aux gens. Donc, ouais, pour l'instant, Ouais. ça plaît, donc c'est cool. Donc, normalement, si tout va bien, jeudi 14h. Voilà. Et puis, au pire des cas, on se tient au courant sur Twitter. Et si jamais vous avez raté le début du stream, il sera sur YouTube dans pas longtemps. Sur ma chaîne YouTube, est-ce que je vous mets le lien? Bah, ils ont qu'à faire. Hop, voilà, petit lien. N'hésitez pas, il y a toutes les interviews passées. Voilà, on se retrouve bientôt du coup, et au plus tard dimanche à 20h chez Jacotte. Voilà. Yes, Bonne soirée avec tout le grand monde, plaisir. bisous! Au revoir.